Bon, alors on va commencer. Alors encore une fois, merci beaucoup d'être venus si nombreux. On est vraiment très heureux de vous recevoir pour ce premier Facebook Live qui est peut-être juste un webinaire Zoom finalement. C'est pas encore tout à fait certain, mais on est une bonne quarantaine, là, même plus que ça déjà. Euh, alors voilà, bon écoutez, vous connaissez l'objet du webinaire, là. Vous avez répondu à l'appel. Je me présente en deux mots, puis je demande à Joachim de se présenter aussi, mais grosso modo, la plupart des gens nous connaissent déjà. Donc vous savez que je m'appelle François Lavallée, que je suis traducteur depuis 40 ans et que ma grande obsession, c'est de faire des traductions qui ne sentent pas la traduction. Je vais m'en tenir à ça. J'ai demandé à Joachim de s'exprimer en anglais pour la rencontre, pour qu'on puisse plus mettre en relief le dialogue traducteur et auteur anglophone. Alors, Joachim, si tu te présentais en quelques mots aussi, puis on va passer ensuite à l'objet de la réunion. Yes, hi. So I'm going to be speaking in English today. So it's going to be an interesting back and forth. It's funny because for me, it's the same way I speak with my parents. They speak to me Ah in oui. French. I answer in English. So I kind of feel like you're my dad right now, which is really interesting. But I love it. So yeah, I think everyone here knows me, but just in case we haven't met, I'm Joe. I'm a translator. I've been practicing this beautiful profession for the last almost 20 years, and I'm very proud of my book AI Resilient, which amazingly Francois has agreed to translate into French. So I'm extremely honored and excited to be here to talk shop and talk about how to translate my own text. Alors, c'est ça. Donc, un petit historique, c'était indiqué dans l'invitation. Donc, l'historique, c'est que, évidemment, je me suis procuré le livre de Joachim qui est paru il y a déjà quelques mois. Et quand je l'ai lu, ce qui m'a frappé beaucoup, c'était le style, un style très, très vivant, très, très dynamique, très typique de ce genre de livre, un peu de motivation, à la fois des mots simples, des phrases courtes, mais aussi des choix de mots très percutants, une façon de dire les choses qui est très dynamique. Et les quelques fois où j'ai lu des livres de ce genre-là traduits en français, souvent j'ai été très très déçu. Et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un style qui est très difficile à traduire, qui demande une certaine adaptation. Et tout le long de la lecture du livre, je me disais, ce serait vraiment quelque chose d'essayer de traduire ça à ma façon. Comment moi je le traduirais, parce que c'est facile de les critiquer, les autres traducteurs, quand on lit une traduction, mais qu'est-ce que je ferais moi avec ça? Et bon, puisque j'ai encore, après 40 ans, une passion réelle de la traduction, j'ai pris quelques pages au hasard, je les ai traduites tout à fait gratuitement dans tous les sens du terme, pour le plaisir. Et sachant que Joachim avait la passion de la traduction aussi, j'ai pensé qu'il serait intéressé à voir ce que ça donnait et à voir son avis. Donc j'ai envoyé quelques pages seulement. Bon, il m'a dit qu'il avait aimé ce que j'avais fait. Et ce que je ne savais pas, mais c'est qu'entre-temps, Joachim est en train de planifier une éventuelle traduction française de son livre, selon je n'étais pas au courant. Alors, après que quelques discussions, on a convenu que je pourrais prendre en charge la traduction en question. Ce n'était pas du tout mon but à l'origine, mais je suis très, très heureux. Alors, j'en suis maintenant à peu près au tiers de la traduction, au tiers du livre de la traduction. Et puis, à mesure que j'avançais, je me disais, alors j'ai appliqué ce que j'appelle la technique de la feuille retournée, que je vais vous décrire dans un instant. Et je me disais, c'est quand même fascinant ce que ça donne, tout ça, et j'aimerais bien parler de tout ça avec des collègues traducteurs. Alors, c'est là que j'ai eu l'idée de faire la rencontre d'aujourd'hui. Alors, l'état des choses, c'est que, comme je vous disais, j'ai à peu près. Alors, j'ai lu le livre au complet, bien sûr. Ce n'est pas banal comme détail. Je vais en parler tout à l'heure. Ça m'a aidé beaucoup dans la traduction, d'avoir lu le livre au complet avant de commencer. Euh, donc, j'ai à peu près un tiers du livre de traduit, plus ou moins en premier jet. Joachim est au courant de rien de ce que j'ai fait jusqu'ici, sauf les quelques pages que je lui ai envoyées lors de la préhistoire de cette histoire. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, il ne l'a pas vu. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, j'ai choisi encore au hasard quelques paragraphes que j'ai traduits dans les dernières semaines. Et Joachim va les découvrir en même temps que vous. Donc, le but, c'est, je dirais, de faire un dialogue public entre le traducteur et son auteur. Je pense que c'est ce qui va rendre la chose intéressante aujourd'hui. Alors, la philosophie et la méthode, beaucoup d'entre vous connaissaient déjà ce que j'appelle la technique de la feuille retournée, que je n'ai pas inventée, mais que je pratique depuis maintenant quelques années et que j'enseigne aussi donc à un magistrat sous le titre Libérer le génie de la langue. Alors, la technique en soi, elle est simple. Elle est préconisée ailleurs, mais je crois qu'il y a très, très peu de gens qui la pratiquent vraiment parce qu'elle demande un gros effort mental. Donc, ça consiste à lire grosso modo un paragraphe
en anglais pour moi. Donc, je lis le paragraphe en anglais, je mets tout de côté et je le rédige en français à partir de ce dont je me souviens. Et puis, évidemment, après, je compare avec l'anglais, puis je fais quelques ajustements parce qu'évidemment, que ma mémoire n'est pas infaillible. Chaque fois que je fais ça, je suis toujours étonné de voir à quel point j'arrive à un résultat euh, qui est différent de l'anglais tout en étant très proche. J'aime bien citer Jacques Delisle, non pas Jean Delisle, mais Jacques Delisle, un traducteur du 18e siècle, qui disait, j'ai toujours remarqué qu'en fait de traduction, une extrême fidélité était en fait une extrême infidélité. Des fois, paradoxalement, plus on reste proche de l'original, plus on s'en éloigne, et plus on s'en éloigne, plus on s'en rapproche. Alors, c'est très philosophique ce que je viens de vous dire là, mais c'est quand même une réalité assez fascinante. Mon but ici n'est pas de vous montrer à quel point je suis un bon traducteur, c'est un petit peu le contraire, parce que cette méthode-là donne souvent des résultats étonnants, avec une certaine distance entre l'original et la traduction. Mon but est plutôt de susciter une discussion avec l'auteur et avec vous aussi comme traducteur sur ce que ça donne. C'est pas la version définitive que je vous montre. Donc, si vous avez des suggestions pour l'améliorer, Joachim et moi nous vous en serons très reconnaissants. Donc, c'est vraiment de discuter entre professionnels de ce que pourrait, ce que devrait être la traduction. Et vous comprenez que l'aspect méta de tout ça, c'est qu'on parle d'un livre qui parle de la survie à l'ère de l'intelligence artificielle. Et justement, ce qu'on va voir aujourd'hui, je prétends que c'est vers là que la profession doit se diriger si on veut survivre à l'intelligence artificielle. On va laisser à l'intelligence artificielle ce qu'elle peut faire. Et puis, on va remettre à l'esprit humain ce que lui peut faire autrement ou parfois mieux, on va l'espérer. Euh, ici, c'est la seule, une petite diapo que j'ai reproduite depuis mon cours Libérer le génie de la langue. C'est la seule qu'on va regarder, qui pose bien le problème auquel on va être confronté ici. Je dis que la technique de la faire retourner, c'est un coût pour un gain. Et quand je montre cette diapo-là, dans la formation, il y a une certaine nervosité qui s'installe chez les traducteurs parce que, alors, à droite, on va commencer par la colonne de droite, ça c'est le gain. Qu'est-ce que cette technique-là nous apporte par rapport à la technique habituelle qui consiste à traduire plus ou moins à vue ou en écrasé ou avec des mémoires de traduction? Alors, le gain, c'est évidemment la richesse du style parce qu'on est en mode rédaction. Encore faut-il avoir un certain talent pour la rédaction, évidemment. Donc, clarté, lisibilité et maintien de l'intérêt. Parce qu'on est affranchi de l'anglais, on reformule les idées en français à partir de la logique et du génie de la langue. Et ensuite, préservation du génie de la langue, qui est une de mes grandes préoccupations. Comme vous savez, le contexte de traduction au Canada, pour le francophone, c'est aussi le fait de se préserver des influences indues de la langue dominante. Du côté des moins, alors il y en a un, le premier est très technique, parallélisme moins évident pour le réviseur. Alors c'est sûr que quand on réécrit comme ça, c'est beaucoup plus dur pour le réviseur de s'assurer que tous les éléments sont là. Ou dans les textes en regard, alors ça c'est un problème dans beaucoup d'institutions bilingues. Parfois les textes sont présentés sur deux colonnes en anglais et en français. Et s'il y a un trop grand écart entre les deux, le lecteur lambda peut avoir l'impression que la traduction euh, est incorrect et est inexact, alors que ce n'est pas le cas. Si les textes ne sont pas présentés en regard, si le français est complètement indépendant de l'anglais, le lecteur ne se posera pas de questions, évidemment. Et le dernier point, qui est le point un peu plus litigieux, j'ai marqué approximation sur des détails. C'est-à-dire que quand on fait ça, on se rend compte que, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure aussi, je me rends compte systématiquement, je vais souvent laisser tomber certains éléments. Généralement, c'est plus de l'implicitation, c'est-à-dire que l'idée demeure présente un peu comme par magie, de par le contexte, de par l'économie de la phrase. Certaines idées qui sont explicitement présentées, qui prennent la forme d'un mot spécifique en anglais, vont disparaître du caractère explicite en français, mais vont demeurer présents à l'esprit du lecteur. Et tout ça, c'est une question de contexte. Qu'est-ce que le lecteur a en tête en lisant le paragraphe 8 d'un texte? C'est les 7 paragraphes précédents. Et ça, comme traducteur, il faut tenir compte de ça aussi. Alors voilà, j'ai énormément de plaisir à traduire ce texte-là. Les libertés que j'ai prises, je les ai prises. Alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le fait d'avoir lu le livre au complet avant de commencer, bon, ça va de soi, hein, c'est ce qu'on enseigne toujours dans les cours de traduction, lire le texte au complet avant de commencer. Mais combien d'entre nous
se payons ce luxe-là de lire un texte au complet, surtout un texte de 30 000 mots, avant de commencer à le traduire. C'est pas toujours ce qu'on fait. Alors ici, parce que j'ai lu le livre au complet, j'ai vraiment goûté, je dirais, le style, la dynamique, l'intention, l'approche de Joachim. Mais ça me donne une certaine aisance quand vient le temps de, j'allais dire, recracher, reformuler ces idées paragraphe par paragraphe par la suite. Euh, alors, je vous invite à faire vos commentaires, vos suggestions, à poser vos questions dans la fenêtre de clavardage. On a Annabelle qui s'est cachée derrière le pseudonyme magistrate technique, mais qui va être là pour récupérer les questions et les commentaires et qui pourra nous les transmettre à mesure qu'on avance. Alors, on y va. François, Oui, if I can cut in, but right before we oui. start, I just want to say thank you for acknowledging the part about motivational books because this was a very interesting line that I was searching for myself in writing the Mhm, book because there are a lot of motivational books that are out there that I've read that are extremely bad. And often they just barely are substantive in English, but when I see them in French, they're unreadable, mhm. unreadable. And I have several in my office because I saw speakers at big events and conferences speaking. They were excellent on the stage, so I grabbed their book. I found the English hard to read because it's what I call rah rah. It's too much motivation and nothing new, no new ideas, nothing, no real content. And then when it gets translated into French, I've picked some books up like that at the library too, and I thought this is atrocious. So for me, writing this book, which was partly motivational, I was trying to find that difficult line between yes, I want to empower, I want people to feel okay about what AI is doing to our field and others, but I wanted to try and have some content as well. So I can just imagine the challenge of translating this into French. So thank you for taking on the challenge. Oui. And yeah, C'est presque impossible. Et tu vois ce que tu viens de dire, Joachim, tu as dit, I want to empower people. Alors, empower. Qu'est-ce qu'on fait avec empower? I want them to feel okay, feel okay. Alors, ça, c'est très américain. Je veux dire, c'est de l'anglais américain. Alors, empower, on le sait. Feel okay, je trouve ça intéressant parce que c'est des mots très, 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 très simples. Aura des pâquerettes. Et en français, on ne peut pas reproduire ce niveau de langue-là sans avoir l'air de parler à des enfants. Je voulais qu'ils se sentent corrects. On ne peut pas dire ça. right. Alors ça, c'est le défi qu'on relève tout le long en lisant, en traduisant un livre comme celui-là. Il faut nécessairement relever un petit peu le niveau, le registre linguistique, parce que c'est ce que le français commande en tant que langue, en tant que génie de la langue. En même temps, ce n'est pas un livre de grand philosophe, c'est un livre de motivateur qui s'adresse à tout le monde. Alors, faut toucher la note juste entre le naturel, le motivationnel, mais pas l'enfantin non plus. Alors qu'en anglais, le registre en fait, les niveaux de langue sont différents en anglais et en français. On m'a même déjà dit qu'il y avait plus de niveaux de langue en anglais qu'en français. Je crois que c'était 7 en anglais versus 3 en français, mais bon, ça dépend des terminologies, des typologies, j'imagine. Mais on joue dans ces zones-là. Moi, c'est sûr que c'est des questions qui me fascinent depuis très longtemps. Donc, me frotter à ça, c'est ce que j'aimais faire. Donc, vous comprenez que c'est vraiment surtout pour le défi, pour le plaisir, que je me suis lancé là-dedans. Alors, on y va. Ah oui, j'ai oublié ce petit point ici. J'avais dit approximation sur les détails à distinguer d'un éloignement causé par l'incompétence, la maladresse ou la négligence. Donc, il peut y avoir des écarts par rapport à l'original, mais j'ose croire, en tout cas, quand je traduis, que ce n'est pas par incompétence, pas parce que je ne connais pas la langue de départ ou la langue d'arrivée. Maladresse, on n'arrive pas toujours à faire. On peut être maladroit parfois, mais l'écart peut ne pas être dû à une maladresse ou la négligence, donc laisser tomber un mot parce qu'il est trop difficile à traduire. Par exemple, là, j'écarte ces trois causes-là d'un écart par rapport à l'anglais. En théorie, idéalement. Alors, donc, la façon dont on va procéder, on y va paragraphe par paragraphe, comme ça. Alors, le texte de Joachim est écrit vraiment en paragraphes très courts, ce qui est assez typique aussi de ce type de livre. Et c'est une question que je me suis posée. Je gardais le même découpage en paragraphes, mais c'est un peu comme quand on lit des articles de journaux aussi, très souvent dans les journaux en anglais, il y a une phrase, un paragraphe.
en français sous l'influence de l'anglais, on le voit assez souvent aussi. C'est une question qui se pose. Personnellement, j'ai pas tendance à jouer avec le regroupement par paragraphe. Mais c'est quand même une question que je me suis posée. Alors, la façon dont on va procéder aujourd'hui, c'est que je vais demander évidemment à Joachim de lire son anglais. Je vais vous lire ensuite ma traduction. Et puis, je vais faire on va faire nos commentaires tous les deux. Et puis, je vais vous laisser commenter aussi si vous avez des suggestions, des commentaires. Alors, on y va, Joachim? Est-ce que tu peux lire l'anglais, Joachim? Là, on entend ton micro était. OK, voilà. Est-ce qu'il y a un visuel quelque part? Mon écran est partagé, tu ne le vois pas? Non, je vois Est-ce que pas. vous voyez mon écran, les autres? Certains disent oui, d'autres disent non. Oui. Oui. OK. Ok, je vais essayer de voir. Oui, je le vois. OK. Moi, je change pourtant mes vues, mais je ne vois pas le C'est texte à bizarre, l'écran. t'es dans le même. Attends, ben écoute, je vais. Ah, j'ai trouvé, il y a un onglet en haut. Ok, I OK. found it. I'm here. Okay, I got it. OK. No results equals no value. The reason why clients don't attribute proper value to our services is often because our marketing and our touch points don't sufficiently highlight the results they will achieve when they work with us. Alors, on voit ici, comme je disais tout à l'heure, le mélange entre certains mots clés de ce type de texte, touch points, highlight, et puis des mots simples comme work, they work with us, etc. Donc, c'est les deux éléments dont je parlais tout à l'heure, à la fois les mots un peu plus spécialisés et aussi des mots très, très simples qui risquent d'être soit trop simplistes ou trop lourds en français. Alors, je vais avec ceci, pas de résultat, pas de valeur. Si les clients ne reconnaissent pas la valeur de nos services, c'est souvent parce qu'on ne leur fait pas voir dans notre publicité et dans nos contacts avec eux les résultats qu'ils tireront d'une relation avec nous. Alors, je répète mon procédé ici. Je lis le paragraphe en anglais. En l'occurrence, c'est une phrase. J'ai lu la phrase en anglais deux, trois fois. Je me remémore les idées. Alors, le défi, c'est de se souvenir des idées sans se souvenir des mots. Et après, je l'écris à ma façon. Et là, c'est important aussi, c'est un peu mon style que vous avez là, hein, parce que c'est moi qui écris. Mais c'est en même temps un peu un pastiche, parce que j'imite quelqu'un, mais quelqu'un qui n'a pas écrit en français. C'est ce qui est tout, c'est ce qui est vraiment fascinant dans le procédé. Euh, alors, quand je me relis ensuite, alors malheureusement, bon, j'ai pas pris en note mon vrai premier jet et qu'est-ce que ce que j'ai corrigé après avoir confronté avec l'anglais. Mais je remarque, par exemple, le mot touch points dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un mot technique qui revient assez souvent dans le texte de Joachim. Ce n'est pas un mot qu'on peut traduire facilement hors contexte. Point de contact me paraît un peu trop technique, un peu trop lourd même. Et encore une fois, ça me permet, au moment où je suis en reformulation, en rédaction, j'ai oublié Touchpoint. J'ai juste gardé en tête l'idée. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ben, dans nos contacts avec eux, dans notre publicité, dans nos contacts avec eux, alors marketing aussi, on aurait pu le traduire par marketing, mais dans l'occurrence, ça veut dire quand on s'annonce, le marketing, et quand on leur parle ou quand on a des contacts plus personnalisés avec eux. Et là, je me rends compte que le mot contact, en fait, est amplement suffisant, même si touchpoint, c'est plus spécifique et contact est un mot plutôt de la langue courante. Je remarque entre autres aussi euh, why clients don't attribute proper value to our services. C'est le genre de petit adjectif qui est très important, qui paraît très important en anglais. Et là, je me dis, ben, moi, j'ai marqué la valeur de nos services. On a perdu le proper. Et là, c'est là. C'est tout le mystère dont je vous parlais tout à l'heure de l'implicite. Est-ce que je dois réintroduire le mot proper, par exemple, la valeur, la juste valeur de nos services, la valeur exacte de nos services, etc. Pour moi, c'est évident, juste en le disant, on le voit tout de suite à quel point je vais alourdir mon texte en disant ne reconnaissent pas la juste valeur de nos services. Et là, je me dis, mais le mot proper, il est implicite dans l'ensemble de la phrase, dans le verbe reconnaître, dans reconnaître la valeur. Si les clients ne reconnaissent pas la valeur de nos services, c'est parce qu'on ne leur fait pas voir. L'idée de proper, de reconnaître non seulement la valeur, mais la valeur propre, la valeur pertinente de nos services, elle est présente même si elle n'est pas explicite. Donc, c'est le genre de choses, en fait, c'est le genre de questions qu'on doit se poser. Bon, et dans l'occurrence, j'ai décidé de laisser ça comme ça. C'est aussi à ce prix-là qu'on peut avoir un taux de foisonnement minimal
et aussi, surtout, une lisibilité. Parce que quand on a vu le texte de Joachim, on se rend compte que la qualité première qu'il faut préserver dans la traduction, c'est la lisibilité, c'est le dynamisme. Si je m'attache à traduire chaque adjectif, chaque adverbe, de la même façon que ce qu'il y a en anglais, je vais nécessairement lester la traduction et là, je ne serai plus fidèle à l'auteur. Je ne sais pas, Joachim, en voyant cette traduction française, s'il y a des éléments qui te frappent. Yes, very interesting. First, it's interesting because I've heard English translators complain that the French use too many question marks and too many exclamation points, and then the French always tell me that it's the English that use too many. So we're always like accusing each other, but I actually really like it here. And to me, I know that statistically French uses more rhetorical questions than English. And I like that you have the pas de résultat, pas de valeur, and it's interesting because it's also a parallel structure, but it actually works well in French here. I find it reinforces the point, and we're not repeating the same words exactly, so it doesn't sound redundant. Um, to or speak to the idea of touch points, I like what you did because I think that if you did keep something like point de contact or instance de contact or something like that, then it would end up exactly like the motivational books that I have that Ouais, c'est ça. are they have long paragraphs that are saying nothing new, and if it I think you really put your finger on it. It sounds like you're speaking to a child, and it's almost a little bit insulting to read, and it just makes me want to throw it away, frankly. Which I don't do lightly because I love books, but I find that motivational books in French, this stuff that you find at the dollar store, it's just absolutely, it's painful. It's painful to read. So I think that you're right to remove it and just say no contact. At the same time, there is a smaller part of me. I do say a smaller part of me, but there is a small part that says it's sort of too bad because I often talk to business people and translators about their touch points. And what I mean by that is if you map it out, if you think about all the different times where you come into contact with your client, there are many of those that are under leveraged. It's times when you're using email when you should be picking up the phone, or you're doing a quick Teams message when you should be doing a 5 minute call to talk with them, and then that would build a relationship, and then they're investing time and they're understanding your value better. So I often talk about touch points not just to refer to the idea of contact, but also the idea that these different instances are all valuable and they're sort of different permutations of the same idea. Like we need to build them because they're underused in translation. But Mhm. I prefer your choice, even though there is like a smaller part of me that's like, too bad we lost something with the contact. Ouais. Um, if we Ah, go up to the other point, I'm just looking at your second point. Oh, is the valeur proper value? oui. I think honestly, to me, I would not add any more. I would not overanalyze it. I don't think that proper brings much to the text, and frankly, I could have probably just cut it out. So I don't think it's adding a whole lot. I think that the idea in my mind is, people attribute some value to translators, but not as much as they should. So I was Mhm. trying to qualify a little bit, but it's not something that I would consider very important as the author of Ouais. the text. On pourrait dire ne reconnaissent pas la pleine valeur de nos services. Il faut avouer que ça ne serait pas nécessairement plus lourd, mais ça serait inutile, en fait. Pour le touchpoint, alors ce Hmm. que je me dis tout au long de la traduction, s'il y avait un chapitre qui s'intitulait The Touchpoints, là, je serais obligé de le traduire d'une façon, ça m'obligerait à trouver une façon de le traduire, et qui serait peut-être que je trouverais une façon naturelle, peut-être pas, mais ça serait le prix à payer, encore une fois, pour aborder la question d'une façon bien spécifique. Tandis que si c'est une notion parmi d'autres, dans une phrase dont le message principal va au-delà de ça. OK, alors on passe à la phrase suivante. By the way, Est-ce que... if you want to go back, I just want to mention one Oui, more thing. I will be quick, but I like that you didn't just start off with la raison. You have si, ouais, c'est ouais. que, and that mise en relief. I just want to point out for everyone present, I use AI to test a lot of things, and I do a lot of training on AI, and not once have I ever seen it use the sit en que construction. Ah oui, So, mhm. yeah, a very nice flourish there in French. Oui, le CQ est très spécifique. Ça me fait penser aussi, tu as mentionné au début, le pas de résultat, pas de valeur. Alors, voyez-vous déjà le titre en anglais, bon, le signe égal, le symbole égal, on pourrait l'utiliser en français théoriquement. Le symbole existe, il a le même sens, la même valeur, c'est le cas de le dire. Je le voyais mal
dans un sous-titre pour une raison, je ne sais pas, il me semble qu'on ne ferait pas ça. Et l'autre question que ça posait, c'est no results, no value. Encore une fois, on a la simplicité de la langue américaine ici avec juste une négation à côté d'un mot et j'étais pas certain que ça fonctionnerait en français, mais j'ai évidemment pensé au film Mission Cléopâtre d'Astérix où on dit pas de pierre, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Donc ça marche. Donc j'avais mon critère d'idiomaticité était rempli grâce à Astérix. Alors, je te laisse lire, Euh, Joachim. Oui? François, Ah oui? dans les commentaires, Oui? Lise Lessard qui dit réflexion valeur m'apparaît presque comme un anglicisme de fréquence trop souvent inspiré par l'anglais. On pourrait penser à mérite, intérêt, utilité, voire nécessité, peut-être pas dans cette phrase en particulier, mais en général. Oui, c'est vrai, c'est une question que je me suis posée. En fait, c'est surtout que value signifie souvent en anglais rapport qualité-prix, si on veut. Value pack hein, pour un produit qui est vendu en gros. Là, évidemment que le mot value revient tout le temps dans le texte de Joachim, dans tout le livre. Je me suis posé cette question-là, j'en suis conscient, mais il me semble vraiment que dans les contextes où j'ai utilisé le mot valeur, c'est vraiment ce qu'on utilisera en français aussi. On parle de la valeur de nos services la valeur de nos services, pas en argent, mais ce que ça vaut pour le client, à quel point on est utile au client, voire indispensable au client. Donc, mais je suis conscient de ça, mais je pense vraiment qu'ici, il y avait pas de problème. Et d'ailleurs, encore une fois, la technique de la feuille retournée est en partie un paravent contre ça. C'est-à-dire que, là, parce que je me fais confiance, il faut dire, mais si le mot valeur ressort en contexte de rédaction avec la technique d'affaires retournée, je suppose que c'est des pas une influence de l'anglais à cause de ma technique et ça fonctionne aussi. Bon, évidemment, c'est pas complètement étanche là, entre l'anglais et le français, mais à mon avis, en toute honnêteté, même si je connais le piège, je pense que ça fonctionne très bien ici. Est-ce It's qu'il y avait so d'autres? interesting, Oui. Francois, because I'm often telling into English translators, don't forget to use the word value because I almost never see it in my clients' texts, you know. Hmm. But even in academia, uh, when they're talking about la pertinence de l'apport, de notre contribution, blah, 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 I often will use the value of this research lies in, or the value of Mhm. the angle we're looking at in this paper lies in. And I find that when I revise English translators, they almost never use it. So I find a lot of relevance, a lot of, sometimes importance, but so maybe I overuse the word value because it's like the translator's response to, it's like the déformation professionnelle, right? It's like I'm always Mhm. saying use more value. And then in my own book, I end up using value everywhere. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Annabelle, avant qu'on passe à la diapo suivante? Il y avait ici, c'était Chris Durban a dit nos services ou nos prestations? Point d'interrogation. Ah oui, la valeur de nos prestations. Le mot prestation est un peu plus relevé. Je l'ai utilisé ailleurs, mais ici, je crois que service, on parle des biens et des services en français, donc ça fonctionnait bien. Mais les prestations auraient bien fonctionné aussi. Je pense que c'est pas tellement le bon niveau de langue, en tout cas pour le texte qu'on a sous les yeux. Mais il y a une différence France, je sais que Chris est en France, il y a une différence France-Québec pour ça aussi. Prestation est quand même moins utilisée au Québec qu'en France. France suivante, Okay. Joachim? Conversely, apps excel at emphasizing clear results to users. The Calm app promises to help users sleep more, stress less. Instagram lets users share your world, capture your moment, and PayPal offers a simpler, safer way to pay and get paid. The Forest app helps users to stay focused, be present. These are clear, client focused benefits promising a tangible end result. Bon, alors évidemment, ce qu'il fallait faire ici, c'est d'aller chercher les slogans correspondant en français. J'avais peur qu'ils ne soient pas tous, qu'ils n'existent pas tous en français en ligne sur le web, mais oui, ils étaient tous là. Le deuxième problème, c'est que à peu près plusieurs de ces slogans-là sont des impératifs, mais qui sont aussi, qui ont aussi la forme d'un infinitif en anglais, donc ça facilite l'intégration du slogan dans la phrase. Promises to help users sleep more stressless. Le slogan est un impératif, mais dans la phrase, il s'intègre comme un infinitif, ce que je ne peux pas faire en français, peu importe quelle était la traduction en français. Donc, évidemment, j'ai commencé par aller chercher les traductions des slogans correspondants sur Google Play, etc. Alors, il a fallu que je construise les phrases autour de ça. Alors, dans le monde des applications, c'est tout le contraire. On vous promet d'abord des résultats. Par exemple, l'application Calm, dormir plus, stresser moins. Instagram,
créer et partager des photos, des histoires et des bobines avec des amis. PayPal, envoyer et recevoir des paiements sécurisés rapidement. Forrest nous promet qu'on pourra rester concentré. Voilà des résultats concrets et prometteurs, exprimés du point de vue de l'utilisateur. Donc, il y a un certain foisonnement ici. Je m'en excuse, mais ce n'est pas de ma faute, comme dirait l'autre. C'est les slogans qui étaient longs. Ce qui est intéressant ici, mais j'ai quand même un peu de foisonnement moi-même. Par exemple, le début, dans le monde des applications, c'est tout le contraire. Tout ça traduit un seul mot, deux mots, conversely, apps. Et encore une fois, on voit ici le résultat de la feuille retournée. J'ai lu tout le paragraphe en anglais et j'enchaîne. Je relis mon paragraphe précédent et là, j'enchaîne en tant que rédacteur et je vais du côté de l'effet stylistique. Dans le monde des applications, c'est tout le contraire. Au prix de beaucoup de mots, j'ai quand même reproduit ce que je ressens du style vivant de Joachim. On vous promet, donc le fameux on qui est très idiomatique en français aussi. Après, j'y vais avec des deux points. L'application Calm, deux points, Instagram, deux points, PayPal, deux points. Donc, ça nous évite, ça nous permet de. Les verbes sont fournis par les slogans. Comme vous voyez, les slogans à l'infinitif, d'autres à l'impératif. Donc, je ne pouvais pas utiliser le même procédé qu'en anglais. Et on a voilà des résultats concrets et prometteurs exprimés du point de vue de l'utilisateur. Donc, Joachim disait clear results en haut, clear client focus benefits, promising, tangible. Donc, tout ça sont des mots qui pourraient devenir redondants si on les traduit séparément en français. En français, je m'en tiens à concret et prometteur. Et puis finalement, évidemment, si j'allais rajouter tout le reste, euh, ça alourdirait inutilement. Donc ça, c'est un autre truc aussi pour éviter le foisonnement. On repère en anglais soit les répétitions, soit les redondances, ça fait les idées qui sont répétées, qui ne, qui n'ont pas d'effet de redondance en anglais, mais qui en auraient un si on était en français. Et si on se force, si on se force à les reproduire de la même façon en français, c'est là qu'on a à la fois, bon, non seulement du foisonnement, mais une lourdeur de lecture aussi. Donc, vous comprenez que mon souci premier, c'était la lisibilité et la fluidité. Fantastic. Commentaire, oui. Oh, I was just going to say it. I think it's interesting. I think it's the first time I just made a connection in my mind between the level of abstraction and, in a way, the tone or even the condescension of the text. Because if you had kept, like tangible end result, and you had something like résultat final et tangible, well, that's probably not even concret et final or something. It would sound kind of like you're over explaining, and I think it would actually maybe be a little bit insulting. That's also part of the problem with this more Ouais. motivational style. So I'm really glad that you're raising the level of abstraction, and I think that's what I like about your translation is I feel like this is respectful of the reader and Mhm. and their understanding of basic concepts. It's kind of like when you get on an airplane and they tell you they spend 5 minutes telling you how to operate your safety belt, and you're going bonkers at the end. And I feel like it's very much the same thing in written form when you over translate those kinds of things. Ouais. Alors, parmi les effets secondaires de la technique de la faire retourner, je me suis d'avoir vu le mot prometteur en français et je me suis rendu compte qu'on avait promising le verbe, promising a tangible end result. C'est toute une modulation, c'est une transposition quand même intéressante à laquelle j'aurais jamais pensé, je pense, si j'avais traduit de façon plus traditionnelle. Et donc, stylistiquement, on a des choses comme je vous disais au début, dans le monde, c'est tout le contraire. Et voilà des résultats. Donc, ici, on a la dernière phrase, c'est une phrase sans verbe conjugué. C'est le genre de choses qu'on voit très rarement dans les traductions parce que l'anglais ne fait pas ça, généralement, ce genre de tournure-là. Et ça vient sous la plume assez spontanément quand on est en feuille retournée. Est-ce qu'il y a des commentaires, Annabelle? Non, mais j'ai réussi à mettre le live. Bravo. Alors, bonjour à tout le monde qui se joint à nous sur Facebook. Joachim, ça va? Est-ce qu'on passe à la diapo suivante? I just had one question. I'm curious about the very beginning, where I'm kind of fascinated by the fact that conversely became dans le monde des applications, c'est tout le contraire. I'm part of me is just curious because I work into the other language, right? I'm wondering if you said something like pour leur part, les applications vous promettent Alors, d'abord. Would that be enough? on va aller voir la phrase précédente. Je pense que c'est une question d'enchaînement. Okay. Alors, si les clients ne reconnaissent pas la valeur de nos services, on ne leur fait pas voir
les résultats qu'ils tireront d'une relation avec nous. Dans le monde des applications, c'est tout le contraire. On vous montre d'abord les résultats. C'est vraiment une question d'enchaînement. Mais pour revenir à ta question, Mhm. je pense que si on avait dit, tu avais dit dans le cas des applications, c'est ça? C'est juste que c'est un début de phrase moins stylistiquement vivant. C'est la seule chose. Oui. Mhm. Got it. Yeah, and I like that where you Oui. had voilà also. That's another thing that machines never, 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 never do. They don't use on to switch Oui. around the voice, and they don't use voilà. So Oui. I think they're small things, but they add up and make the text just read beautifully. Et pourtant, ça n'est vraiment pas très loin de these are, hein. C'est très, très proche. Mais bon, encore une fois, c'est la distance que je mets entre moi et le texte anglais qui me permet d'arriver à des choses comme ça. Alors, je te laisse la parole, Joachim. So is it any wonder that in an app-saturated world, clients are unwilling to pay a human to do quality work with few, if any, clear benefits? They are expecting results, but what's often advertised to them is nothing more than a basket of features. Alors, voilà le genre de phrase qui me faisait dire en lisant, faudrait bien que quelqu'un essaie de traduire ça. Comment dès lors s'étonner, dans un monde où les applis pullulent, que les clients rechignent à payer un humain pour un travail de qualité, mais des résultats flous? Le client veut un résultat, mais on ne lui offre souvent qu'un panier de caractéristiques. Alors, quoi dire ici? Encore une fois, question stylistique. Comment dès lors s'étonner? Alors, je suis vraiment dans un niveau presque littéraire avec comment dès lors s'étonner. Mais c'est ce que j'aime dans le style, dans la stylistique, c'est qu'on puisse, c'est en jouant avec les registres, parfois très familiers, parfois plus littéraires, qu'on garde l'attention du lecteur. Mais encore une fois, il y a aussi moi comme auteur qui s'immisce un petit peu dans le texte de Joachim en tant que traducteur. Un monde où les applis pullulent, quand je me suis relu, j'étais très heureux de l'allitération, mais j'avoue que c'était venu spontanément. Le mot rechigner aussi est venu assez spontanément. Il me paraissait un peu fort, mais encore une fois, je pense que ça maintient l'attention du lecteur. Et là, on a des choses comme le if any entre parenthèses qui est disparu en tant que tel, with few if any clear benefits. Few clear benefits, few if any clear benefits. Alors, il y a peu de peu d'avantages clairs s'il y en a. Il n'y a aucune façon de traduire ça littéralement qui ne serait pas lourde. Euh, alors, je me rends compte qu'encore une fois, en fait, retourner, j'ai recouru à une antithèse très simple, un travail de qualité, mais des résultats flous. J'aime beaucoup le mot flou, d'ailleurs. Alors, few clear benefits, un résultat flou. Alors aussi, je crois que je n'ai jamais traduit benefits par avantage jusqu'ici, alors qu'il revient très souvent dans le livre. Le mot results est très souvent dans ton livre aussi, évidemment, Joachim. J'ai pas fait j'ai pas fait d'études statistiques, mais je crois que la plupart du temps, je le traduis par résultat, parce qu'avantage me paraît plus spécifique, plus comptable, je dirais, comme attitude, alors que ce sur quoi tu insistes beaucoup dans l'ensemble du livre, c'est ça, c'est le mot résultat, c'est ce que le client obtient au final. Après, le client veut un résultat. Alors, voyez-vous, l'anglais dit are expecting results. Le client s'attend à un résultat. Et là, c'est la question que je me pose quand je me relis. Est-ce que je devrais corriger ça? Le client s'attend à un résultat. Il me semble que j'alourdirais et il me semble qu'en disant le client veut un résultat, je n'ai pas vraiment trahi l'intention et le message de l'auteur. Encore une fois, je suis bien ouvert à vos opinions là-dessus. Mais c'est le genre de questions qu'on se pose. Et je me dis en même temps, ce n'est pas un hasard si j'ai écrit veut un résultat en mode rédaction, c'est parce que c'est plus léger, c'est plus direct. Et le on qui revient encore une fois, mais on lui offre souvent comme les caractéristiques. Et là, features, caractéristiques, je suis pas encore parfaitement satisfait de ça. C'est pas facile à traduire. Je pense que ça fait le travail, mais je suis encore à la recherche d'autres choses. Ce matin, je suis plus avancé dans la traduction du livre. Il y a un endroit où j'ai traduit features par qualité au pluriel. Je n'ai pas pris en note le contexte. C'est un contexte où ça fonctionnait très bien. C'était une citation d'un auteur que tu cites, Joachim, qui dit quelque chose comme je crois que c'est ça, le client achète des résultats, mais non pas des qualités. Mais bon, je n'irai pas plus loin, je me souviens pas assez du contexte. Mais juste pour dire que, bon, je ne suis pas encore tout à fait satisfait de vos caractéristiques ici, même si je pense que le lecteur va comprendre que des caractéristiques, ce n'est pas ce que le client veut. C'est ce qui est le cas aussi. On a I beaucoup de have to say, commentaires. like, Ah, oh, excusez. sorry, go ahead. On a beaucoup de commentaires dans les chats. Il y a quelqu'un qui dit flou égale incertain, peu convaincant. Quelqu'un qui a dit un éventail de services plutôt qu'un panier de caractéristiques. Un ramassis d'injonctions, puis un paquet de caractéristiques. À toi, Joachim.
Ben, je pourrais commenter tantôt. Il y a des très bonnes suggestions là-dedans, puis d'autres avec lesquelles je suis pas tout à fait d'accord. Mais bon, c'est une question de, encore une fois, de connaître le big picture du livre. Là, mais on pourra, je vais te laisser, Joachim. Ben, peut-être si tu veux commenter aussi ces suggestions-là. Yeah, yeah. Well, first, I just want to say, in general, what I'm liking here, is that there's a question of register, right? English is trying to find this fine line between being motivational, but also being specific and giving, tangible advice. And in French, I imagine it must be really difficult because you're trying to keep some level of informality, right? It's a very spoken kind of language I'm Oui, using, and I am varying the registers to keep the reader's interest. The book is very much written, at least I think, I hope it's written very much like I speak, very much like I oui. teach. And my second book even more so because I literally dictated it. So what I want to point out is that to me, the reason I like caractéristique has nothing to do with the meaning. It's just that when you have the words pullule, rushing, caractéristique, because they're words that sound a bit more lofty, like mot recherché, it balances out all the verbs you're using. Because I was surprised at first when I saw several of your translations that had a lot of verbs, just like the English, right? Because usually French is going to use more nouns. Mhm. But you are using lots of verbs. You're saying le client veut un résultat. You're saying comment dès lors s'étonner, rushing, right? Um, payer, right? Lots of verbs. But I like because it's being balanced out by words that are bringing the text back up. And I think that's something that's often missing in this type of translation, where because they're not making this extra effort to balance out all the verbs with some Latinate words, it just comes across as sort of, I don't know, sloppy or kindergarten kind of reading. So Mhm. that's why I like it. It has nothing to do with the meaning. It's just I feel that there's a good balance that you've struck. Alors, c'est l'aspect stylistique. Sur les suggestions qui nous ont été proposées, alors, panier de service, évidemment, c'était pas possible ici parce que services est très utilisé par Joachim, mais je le traduis par service. Et ici, le mot, je crois que le choix du mot feature, c'est justement autre chose. C'est quelque chose qui ne se rend pas jusqu'au service. Les features, c'est le fait que c'est l'auteur, en fait, c'est le professionnel qui se présente comme quelqu'un qui a des études, qui a des qualités, justement, mais ça ne se rend pas jusqu'au service, ça ne se rend pas jusqu'au résultat. Et c'est pour ça que ce n'est pas suffisant. Euh, et puis, bon, quelqu'un avait parlé d'éventail. Alors ça, éventail, c'est un très, très beau mot, éventail, mais je le trouve éculé en traduction. On l'utilise tout le temps et partout. Alors malheureusement, bon, un vieux comme moi de 40 ans d'expérience qui l'a vu dans tous les textes qu'il a révisés, cherche quelque chose de différent. Mais c'est un beau mot en soi. Mais c'est un mot que j'ai à peu près éliminé à cause de sa trop grande fréquence dans les traductions. C'est comme la panoplie. Il y a Autre d'autres, chose? Oui, oui, il y a vas-y. d'autres commentaires. Sylvie Vandal a dit, résultat flou me paraît difficile à appréhender. Résultat de quoi, à quel niveau? Est-ce qu'on ne voudrait pas plutôt évoquer les avantages à avoir recours à un humain? Euh, les clients rechignent à payer à un humain pour un travail de qualité, mais des résultats flous. Ben, on dit en anglais few clear benefits, ça veut dire qu'on ne sait pas trop ce que. Pour moi, un résultat flou, il y a deux, trois personnes qui l'ont critiqué, mais moi, j'imagine quelque chose de flou, c'est quelque chose qu'on voit mal, donc qui n'est pas clair, qui n'est pas qu'on voit mal, en fait, un peu comme dans le brouillard, quelque chose comme ça. Et puis, en fait, ce qu'on dit, c'est que le travail est le processus est bon, le travail est de qualité, mais le résultat n'est pas convaincant. Peut-être qu'on pourrait dire ça aussi, résultat. Ben, des résultats non convaincants, c'est pas très joli. If Mais I bon, can oui. just because I see there's a question, yeah, to respond to that question myself, this is when I'm talking about features versus benefits specifically. This is really a very, very well-known principle of copywriting. Like it's the number one classic mistake of someone who has never taken a copywriting course is that they're giving lots of features. They're talking about all the cool stuff that they offer and they're getting technical. Like Francois said, they're talking about their degrees or how many words they've translated. But the first thing the client wants to know is what's in it for me. So this is a principle of copywriting that sort of goes beyond just the idea of services or like it's a classic dichotomy. It's the biggest first mistake of marketing and copywriting to talk about all the things that you have, like your specific value points, instead of talking about what your client's going to get out of it. So Ouais. that's just to clarify what I had in my mind when I wrote it.
Ouais, c'est ça. C'est vrai, ça, on a tout le contexte là, que tout le monde n'a pas, mais c'est ça, l'opposition, c'est entre la personne qui annonce ses services en présentant ses propres qualités right? versus la personne qui annonce ses services en disant au client ce qu'il va obtenir. C'est Exactly. la deuxième technique qui est évidemment la plus efficace. Donc, c'est dans ce contexte-là. On continue. This is easy to see. Alors, on a une bonne illustration de ça, justement. Je te laisse lire, Joachim. This is easy to see on LinkedIn, where many knowledge workers embrace bland headlines such as freelance copywriter and content writer. That's not a value proposition, it's a basket. Voilà. On le voit beaucoup sur LinkedIn où beaucoup de travailleurs, je vois les deux fois beaucoup, je vais corriger ça, où beaucoup de travailleurs intellectuels se définissent par des mots sans relief tels que rédacteur professionnel en travail autonome. Cette personne ne propose rien qui ait de la valeur, elle exhibe son panier. Donc justement, ici, d'où l'intérêt du mot panier versus éventail qui n'aurait pas fonctionné, là. Alors je l'associe avec le verbe exhiber. Elle ne propose rien qui ait de la valeur, elle exhibe son panier. Encore une fois, un petit peu plus long que l'anglais. En passant, sur l'ensemble, je dois préciser que sur l'ensemble de ce que j'ai traduit jusqu'ici, les 10 000 mots, j'ai un taux de foisonnement de 2,8%. Donc, c'est pas aussi gros que ça peut paraître pour certaines phrases ici. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a à dire ici? Les headlines. Euh, je- alors, je sais pas comment ça s'appelle en français, signature, ça marcherait plus ou moins bien. Donc, encore une fois, j'ai traduit le sens global sans m'arrêter à la terminologie du mot headlines. Ils se définissent sur LinkedIn, donc on comprend que c'est la façon dont les personnes se définissent sur leur profil. Alors, des mots sans relief. Alors, freelance copywriter et content writer, il y aurait toutes sortes de façons de le traduire. J'aurais pu faire une petite recherche sur LinkedIn pour voir comment les gens se présentent. Je vais peut-être le faire dans un deuxième temps, mais je me suis contenté d'une présentation générique, rédacteur pour un travail autonome. Euh, voilà, donc j'ai remplacé le tiret par un point-virgule, qui a un peu la même valeur ici. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Alors, toujours le on hein, qui revient très, très souvent, qui est très, très utile. Alors, beaucoup de traducteurs se font dire de se méfier du on. Je milite beaucoup pour sa réhabilitation dans toutes mes formations et dans mes livres. On voit ici tout l'intérêt. Si on a comme souci majeur la lisibilité, la fluidité, le naturel, on ne pourra jamais s'en sortir sans le on en français. Les solutions de rechange sont presque toujours lourdes. On a deux Alors, commentaires oui, dans rien qui est de valeur, rien de vraiment bénéfique pour le client. J'essaie oui. de trouver. Puis on a c'est courant sur LinkedIn, c'est ô combien courant sur LinkedIn. Ah oui, ô combien courant sur LinkedIn, ça serait bien. Alors, rien qui... qu'est-ce que tu as dit pour la valeur? Rien qui est de valeur, rien de vraiment bénéfique pour le client. Rien devant magnifique le client. Oui, ça fonctionnerait aussi. Ce serait plus proche de l'anglais. Malheureusement, ça serait plus long pour une traduction qui est déjà un peu trop longue. Alors, même si je ne vais pas en faire une... c'est pas ma valeur première, la concision, évidemment, c'est plus la lisibilité et la fidélité. Mais bon, je préfère quand même essayer de raccourcir autant que je peux. On a aussi freelance traduit par indépendant, mais je pense que autonome, c'est plus épicène. Je sais pas. Oui, sauf que le rédacteur ne l'est pas, donc je peux pas, je peux pas invoquer ça. Rédacteur pour ça, indépendant, oui, bon, parce qu'on parle de, oui, indépendant. Rédacteur, il me semble que si on dit rédacteur pour ça, indépendant, ça donne plus l'impression de je n'écoute personne et non pas je suis un indépendant au sens de freelance, comme on dit en anglais, en France, ou travailleur autonome. Bon, c'est une question d'équilibre des mots, là. On a aussi Marie-France qui dit qu'on a utilisé beaucoup deux fois dans la phrase. On le voit beaucoup Oui, sur LinkedIn ou beaucoup de. oui, je m'en suis rendu compte en le lisant, je vais corriger ça, vous allez voir. Vous achèterez la traduction française du livre, vous allez voir que ça va avoir disparu. Joachim, un commentaire? I mean, the only thing that comes to mind for me here is I love that you kept panier, basket, um, because, French does raise the level of abstraction, and that's good, but I kind of like that we kept something that has, kind of like you said, having des mots percutants, like words that will stick in your mind, something like something striking. And so instead of keeping that abstract, you kept something at the end where it's powerful and stays in your mind after you read it that has more of an image. So I appreciated that touch.
Ouais. Ben, c'est ça. Alors, moi, j'étais content de mon choix de verbe. Elle exhibe son panier qui ne correspond à rien en anglais. En anglais, c'est juste it's a basket. C'est un panier. Mais encore une fois, je pense que j'ai bien rendu, j'ai bien saisi le sens. Elle exhibe son panier. On voit la personne qui présente son panier alors qu'il n'y a rien d'intéressant pour le client là-dedans. Et j'aimerais ça pour faire un commentaire. Ça fait quelques fois que tu parles d'abstraction versus beau concret en anglais. C'est très, très important. On dit toujours ça, et c'est vrai que le français est plus à l'aise sur le plan de l'abstrait et l'anglais sur le plan concret. Il y a plusieurs façons de le dire, et j'ai répété ça pendant 40 ans comme formateur en traduction. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que le mot utilise. Ça ne veut pas dire que l'anglais est incapable d'abstraction, et ça ne veut pas dire que le français est incapable d'utiliser des mots concrets ou des images ou des métaphores. Évidemment que on sait tous que c'est faux. Donc, faut prendre la peine de s'arrêter à ce que ça signifie, ce principe de stylistique comparée qui est reconnu par toutes les personnes qui ont comparé les deux langues. C'est ce que Vinny Darbénet appelle le plan de l'entendement pour le français et le plan du réel pour l'anglais. J'aime à le dire autrement, j'aime à dire que l'anglais a besoin l'anglais a besoin de décrire toutes les facettes du réel et du concret, et le français est plus à l'aise lorsqu'il décrit le principe et le but, par exemple. Donc, c'est des façons d'aborder la réalité et de la décrire, mais c'est des façons globales de faire ces choses-là. En français, on peut très bien expliquer comment démonter un moteur, on a tous les mots pour le faire. On peut très bien utiliser des images, comme ici le panier, par exemple. Il n'y a rien qui empêche de faire ça. Et même, de la même façon, évidemment, qu'en anglais, on peut avoir des exposés très abstraits, très intellectuels. La langue n'empêche pas ça. C'est juste que la façon dont on décrit les choses, il y a une tendance en anglais à faire des images à mettre de la couleur, et le français va plus avoir tendance, va plus à l'aise quand il exprime les principes. Mais encore une fois, après, c'est du cas par cas. Ce sont des grandes règles, mais après, c'est du cas par cas. On avait Ah, juste un oui, dernier. C'est oui, mot sans vas-y. relief qui a été remplacé par banalité. Je trouvais ça beau. Ah oui, oui, des banalités. Oui, ça serait très bien, en effet. Page suivante. Of course, there are also savvy experts out there who are emphasizing specific, tangible benefits effectively, and in any given field or profession, they are typically the ones who possess the lion's share of the market. My goal with this book is to help you join their ranks. Évidemment, il y en a d'autres qui savent annoncer des résultats clairs et tangibles. Et dans leur domaine respectif, c'est généralement eux qui remportent la part du lion. Ce que je souhaite faire ici, c'est vous aider à rejoindre leur rang. Alors, voyez-vous, encore une fois, la mise en relief, hein, il y en a d'autres qui, et c'est eux qui, ce que je dois te faire, c'est vous aider à. J'espère que c'est pas trop perçu comme une redondance. Je pense que ça se lit quand même bien, mais c'est vraiment ce genre de, comme disait Joachim tantôt, en français aussi, j'essaie d'aller chercher un style, je dirais pas familier, mais en fait très, très vivant quand même, proche de l'oralité, parce que c'est ce que je perçois en anglais. Alors, la part du lion, rien n'empêche de garder l'image en français, ça se dit couramment. L'anglais disait Lion's Share of the Market. C'est un bon exemple de choses qu'on peut laisser implicites. En français, les gens ont compris, c'est eux qui remportent la part du lion, mais c'est sur le marché concurrentiel, etc. Euh, on peut le laisser implicite, bien sûr. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y en a d'autres qui, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Alors, beaucoup de travailleurs intellectuels se définissent par. Et ensuite, évidemment, il y en a d'autres qui savent annoncer. Et là, encore une fois, j'ai trouvé ça intéressant, un petit peu comme tout à l'heure, on avait le prometteur pour promising. Ici, on a savvy qui savent annoncer. Je pense que c'est, comment je dirais, en tout cas, c'est pas calculé. Savvy n'est pas toujours facile à traduire, mais dire qu'on sait annoncer des résultats clairs et tangibles, puis savent comment faire. Il me semblait que ça traduisait bien le savvy quand même, mais encore une fois, j'y suis arrivé par un moyen détourné, et non pas direct, par la feuille retournée. Alors, je commence aussi une phrase par un et, ce qu'on se fait trop souvent dire d'éviter. Alors, je vous le dis et le redis. On peut en français commencer une phrase par un et ou par un mais. C'est moins fréquent qu'en anglais, mais c'est tout à fait courant depuis toujours. Et en français, la différence, c'est qu'il y a un effet stylistique qui est plus fort, justement parce que c'est plus rare. Et puis, bon, encore une fois, je reviens là-dessus, mais évidemment, l'aspect stylistique était très présent à mon esprit en écrivant ceci, donc je pense que ça fonctionnait bien ici. Je ne sais pas s'il y a d'autres différences entre l'anglais et le français. Je vais te laisser faire donner tes commentaires, Joachim.
I really like the Save annoncé because I have to say I'm looking at it as a translator, right, who works into the other direction. I can't completely shut off that part of myself, and I'm thinking I often have to translate savoir faire quelque chose, right, Hmm. into English, and it's a real headache because the French is not saying who is able to. The French is saying is proficient at, and it's not the same thing. So there's a very subtle thing that I think a lot of you know, beginning translators or AIs would probably miss because the Hmm. savoir is not, it has that broader meaning in French. So it avoids having like an awkward word for the idea of a savvy expert. So I think that was a really nice touch. And it also shortens the text. So that's impressive that you managed to do it. Um, Alors voilà, si je regarde yeah. effectivement, je me demande comment je suis arrivé à un texte plus court. Alors si on regarde ce que j'ai négligé, si on veut, par rapport à l'anglais, toute la partie ici, emphasizing specific tangible benefits effectively. Là, effectively est disparu, mais en fait, il est implicite dans save annoncé, comme savvy est implicite dans save aussi. Specific tangible, clair et tangible. Alors, spécifique n'est pas, clair n'est pas une traduction juste de spécifique hors contexte, encore une fois, mais il faut tout interpréter à la lumière de la phrase et de l'intention globale de l'auteur. Ensuite, field or profession, alors c'est devenu juste dans leur domaine respectif. In any given field or profession, il y a toute une modulation ici. Et encore une fois, alors, une fois, après avoir produit ça en français, je reviens vers l'anglais, je me dis ce que je devrais préciser domaine ou profession. Alors, en plus, il y a le problème du masculin-féminin, comment je vais accorder respectif. Et est-ce que vraiment j'ajouterais quelque chose? Est-ce que le lecteur qui lit dans leur domaine respectif comprend autre chose que spécialisation et profession? Il me semble que non. Alors, j'alourdirais, je compliquerais, je rallongerais. Alors voilà, je laisse implicite, mais encore une fois, c'est plus facile à faire en fait retourner que si on a tous les mots sous les yeux à mesure qu'on avance dans notre traduction. Euh, François? oui. Il y a quelqu'un qui dit dans l'anglais, on dit any given field or profession. Je Oui, sais. alors, ce que Joachim veut dire ici, c'est que le truc qu'il donne fonctionne pour tout le monde, pas seulement les traducteurs, c'est parce que c'est un élément qui est important dans son livre. Lui, les traducteurs, mais il insiste beaucoup dans le livre pour dire c'est vrai pour tout le monde, les architectes, les avocats, tu sais, les comptables, etc., etc. C'est ce qu'on veut dire ici. Quand je dis dans leur domaine respectif, plus qu'on a dit ailleurs dans le livre, ce livre-ci ne s'adresse pas seulement aux traducteurs, mais dans tous les domaines. Il y a souvent des exemples qui concernent justement les comptables, les avocats, les architectes. Alors, quand on dit dans leur domaine respectif, ça veut dire ça aussi. Et c'est intéressant, ce commentaire-là, parce que justement, si on regarde trop la traduction au microscope, c'est ce que ça donne. Any ne signifie pas, alors, je ne vais pas traduire par n'importe quel, dans n'importe quel domaine, mais je suis convaincu, là, dans ce cas-ci, même si je ne suis pas toujours sûr de moi, ici, je suis convaincu à 100% que le lecteur qui est dans le flot de la lecture, qui à cet endroit-ci dit, et dans leur domaine respectif, c'est généralement eux qui remportent la part du lion, implicitement, ça veut dire donc dans n'importe quel domaine. Ça ne peut pas vouloir dire seulement dans certains domaines, sinon on l'aurait précisé. On a aussi résultat qui aurait pu être traduit par retombée. C'est à quel endroit? Des retombées claires et tangibles. Est-ce qu'on peut dire que comme traducteur, vous allez annoncer sur LinkedIn des retombées claires et tangibles? Il me semble que retombée est un peu ambigu ici. Encore une fois, hors contexte, oui, bénéfice pourrait être traduit par retombée. Ce serait une excellente solution pour certains contextes. Ici, je ne suis pas tout à fait convaincu. Frédéric Demers dit c'est eux ou ce sont eux pour Ah c'est oui, généralement eux. ça, je me fais souvent dire ça. J'ai tendance à dire c'est eux. Je ne sais pas si grammaticalement on peut dire les deux. Bon, c'est possible que je le corrige encore une fois pour la version finale. Je sais qu'on. Est-ce qu'on doit obligatoirement dire ce sont eux? Je ne suis pas certain. Il me semble que, encore une fois, surtout dans un texte qui est proche de la réalité, on peut dire c'est eux, mais je sais que quand je parle à des Français en particulier, souvent je me fais reprendre là-dessus. Ils le remarquent. Je pense qu'en France, on ne le dit pas. Ici, on le dit fréquemment. Mais oui, je pense que je devrais corriger ça. Ouais. Si André quelqu'un a une. Serrois, André Serrois dit que en plus c'est le nom de l'entreprise de Joachim Lyon, fait que c'était cool de le Ah, conserver. mais je crois pas que c'était. Est-ce que c'était volontaire, Joachim? Je pense pas, hein. Est-ce que oui? Il y a peut-être quelques images de Lyon, mais c'est plus des réflexes. Puis là, il faut aussi distinguer. Well, why am I speaking in French? It's also, it's everyone speaking French. I'll speak French. But I think for me, it's just, I guess I think in terms of these images or sometimes even archetypes because they're part of my business, part of my life story and personality. So inevitably, when I'm writing, I'm not in analysis mode. Writing, I find it really
uses different parts of my brain, and so a lot of things come up, and then after I look at it and I go, "Oh yeah, look, I talked about a lion here," but in when I'm in the flow of writing, I'm very careful not to be in analysis mode. I'm not thinking consciously, should I talk about lions? Should I talk about baskets? I put myself in a very different state than when I'm editing, and also a very different state than when I'm translating. It's really a pure creative state where a lot of subconscious stuff comes up, and then I look at it after and go, "That's interesting," you know. Mm, So, ouais. yeah, I'm not sure if that answers the question, but that's my experience. Non, mais c'est intéressant parce que tu utilises à peu près les mêmes mots que j'utilise quand je parle de ma technique de la faire retourner. C'est vraiment ça. La chose sort et on la contemple ensuite. Et on se Hmm. rend compte de ce qu'on a fait. Oui. Chris Durbin dit, ben, vu la référence au lion, peut-on y placer dompté quelque part? Ah ben oui, sauf que peut-être pas dans cette phrase-là en particulier. On a, Mais oui, donc, ouais, on on a pourrait voir, aussi oui. Annick qui dit que This book, traduit par ici au lieu de dans ce livre, elle aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup faire ça. Un jour, j'ai découvert, vous savez, en 40 ans, on a le temps de découvrir beaucoup de choses. Un jour, j'ai découvert qu'on pouvait dire ici dans le sens de le présent texte, le texte que vous lisez. Alors, on voit tout le temps dans les traductions le présent texte, le présent document. Alors, ici, c'est un très beau mot pour ça. Ce n'est pas ici le Hmm. lieu de développer tel ou tel sujet. Oui, ben merci de l'avoir signalé. Je n'ai pas pensé de le mentionner, mais oui, c'est un mot que j'aime beaucoup. Alors, je vous passe le truc. Si vous pouvez le recycler dans vos traductions, c'est très, très pratique. Évidemment que c'est très court aussi. And I would add that's useful in English as well because again, I do more editing now than translating, and often, what I see in translators' text is the present text, right? Again and again, and or our contribution even, right? But here is a great alternative. Oui. I often use like this chapter or this article, but you're absolutely right. We can simply say here the focus is on XYZ. And I've seen that in academic articles, but I don't always think to use it. So I think it goes both ways for that one. Oui, pour avoir lu beaucoup de textes anglais, évidemment que j'ai traduit, il me semble que le here est plus souvent utilisé au sens de l'idée dont je parle, tandis que le ici fait plus référence à l'objet du texte, souvent, this document ou this contract. Et here, that's not what I'm talking about here. Ça ne veut pas dire dans ce texte-ci, ça veut dire à ce point-ci de mon raisonnement, par exemple. J'ai l'impression, mais je ne suis pas anglophone. Hmm. On a Oui, rejoindre leur rang, on aurait pu dire réussir comme eux. oui. Mais voyez-vous, c'est un bel exemple où l'image de rejoindre l'Iran existait dans les deux langues, et puis je n'avais pas à la sacrifier. Oui, Of course, there are. Oh, I'm sorry. oui, vas-y, vas-y. No, that's okay. I was just going to read it. I think I just Ah, started OK. reading the older text. So here we go. Speaking of benefits, it's important to mention here that value comes in many forms. For example, in the article The Elements of Value, Harvard Business Review sets out four key value elements. Bon, parlant de résultats, il ne faut pas oublier que la valeur peut prendre plusieurs formes. Par exemple, un article de Harvard Business Review explique que la valeur nécessite quatre éléments indispensables. Alors ici, je n'ai pas cité le titre de l'article, mais en fait, ce que vous ne voyez pas ici, c'est que dans le livre de Joachim, il y a une note en bas de page avec la référence. Le lien Internet, en fait, le lien URL. Alors ici, encore une fois, question de fluidité du texte. J'ai reporté le titre, The Elements of Value, dans la note en bas de page, là où il y a l'URL. Donc, je pense que sinon, dans un article du Harvard Business Review intitulé The Elements of Value, explique que... Bon, je voulais garder mon article qui explique. Et là, j'aurais pu évidemment reformuler la phrase, mais je vous répète encore une fois, donc je suis en mode rédaction. Et un article explique que, alors, il y a peut-être des gens qui vont critiquer un article qui explique sous forme d'animisme, en tant qu'animisme, et je pense que ça fonctionne très, très bien. Et donc, le fait d'introduire le titre ici m'aurait obligé à refaire la phrase et d'alourdir beaucoup. Donc, renvoyer le titre dans la note en bas de page, je pense que c'était euh, tout à fait pertinent, d'autant plus que le titre ne dit pas grand-chose. Elements of Values, ce sont des mots qui sont déjà dans la phrase en anglais et en français aussi. Alors, élément indispensable, encore une fois, le mot est sorti
en fait y retourner. Je retourne voir key value elements. Est-ce que indispensable signifie key? Pas tout à fait. Key signifie important, très important, primordiaux. Indispensable est plus fort. Il m'a semblé qu'en mode rédaction, c'est le genre de choses qu'on aurait très bien pu écrire en français. Le mot est très fort, le mot indispensable. C'est sûr, je peux faire marche arrière et dire quatre éléments majeurs, quatre éléments importants. Il me semble que j'aurais perdu stylistiquement. Et tout ça est toujours une question de contexte cas par cas. Dans le contexte où ces quatre valeurs-là sont présentées, évidemment qu'elles sont présentées comme indispensables. D'ailleurs, alors, on va le voir tout de suite après, on va voir les éléments. Et Joachim continue dans son livre en disant, par exemple, vous pouvez avoir trois éléments, mais il en manque un quatrième et ça prend les quatre, sauf cas exceptionnel. Donc, le mot indispensable est conforme au message dans ce contexte-ci, dans ce livre-ci, dans ce paragraphe, dans ce chapitre-ci, mais hors contexte. Évidemment que indispensable n'est pas une traduction juste du mot qui. C'est toujours ce qui est intéressant. Encore une fois, on ne traduit pas des mots, mais un discours. Commentaire, Joachim? I don't have a whole lot to say on this one. I know that the key is often a tricky word for into French translators. I've been told that before. But here, I think indispensable to me makes sense partly because I'm referring to a very authoritative source. Harvard is very well researched, and they don't usually make strong sweeping statements without having a lot of research behind it. So Mhm. I think to me it makes a lot of sense just because of the source that it's coming from. Oui. Alors, je dirais au passage aussi que le mot valeur ici est un petit peu plus bizarre que précédemment, paraît un peu plus bizarre en français que précédemment, je pense. Mais c'est encore une fois, là, c'est une question de contexte. Le mot valeur il est défini au début du livre, et on y revient tout le temps, comme vous pouvez voir. Donc, à ce moment-ci du livre, il devient, c'est un concept là, qui a été vraiment assimilé et qu'on ne peut pas nommer d'une autre façon. On a dans les commentaires de la HBR plutôt que du HBR. Je ne sais pas si ça c'est féminin ou masculin, l'article. Ah, de la Harvard Business Review. Je me suis jamais, c'est venu spontanément sur ma plume. Je me suis jamais posé la question. C'est la revue, oui, mais je vais aller voir, je vais vérifier s'il y a un usage autour de ça. Je ne suis pas au courant. C'est une bonne, bonne C'est question. amusant. It's funny, Francois, because right now I have the same issue because I'm taking courses in AI and business strategy at MIT, and then I have to write my bio in French sometimes. I'm going, technically an institute is masculine, but it sounds so weird to me to say Joachim réalise des études au MIT. Moi, j'aurais pensé que c'est à Ah non, mais MIT, là, mais je c'est te pour ça, c'est confirme que curieux. c'est très courant en français. On va dire OMIT. Ça, il Ah y a pas oui, de doute. OK. Oui, il y a vraiment, oui, tout à fait. C'est peut-être mon oreille qui n'est. I'm not C'est attuned le I'm, MIT. as an Oui, anglophone. oui. Thank you for that. Autre chose, Annabelle, ou on passe à la diapo suivante? On passe. I like to, Francois, Oui, that you had a negative there, a negative formulation. If you wanted to cut back or just jump back, il ne faut pas oublier que instead oui, of, it's oui, important to mention here that. So I'm always oui, telling Anglophones, like French uses more negative turns of phrase on average. It's a known thing. It's been known for a long time. It has oui, not really changed over the decades. So I oui. like that you did the opposite thing in French. It just confirms to me some things that I'm always teaching in English. So it's really fascinating to see them directly being applied in the other language, and it's a very living thing to watch. How you're applying it. Écoute, traduction organique. Mais oui, c'est ce qu'on appelle un contraire négativé. Alors, ceux que ça intéresse, j'en parle dans ma formation traduction administrative, idiomatique, volet 3. Donc, les contraires négatifs, tous ces cas où on va passer à la forme négative en français, là où il n'y avait pas ça en anglais, c'est extrêmement fréquent et ça crée souvent, il y a beaucoup d'expressions idiomatiques qui sont liées à ça. Malgré le fait qu'on vous dit dans les guides de rédaction d'éviter les tournures négatives, alors je vais vous épargner mon petit éditorial sur le sujet, mais un petit peu comme pour le on, je vous passe le message général, n'ayez pas peur en tant que tel des formes négatives. Elles sont souvent elles sont en fait beaucoup plus fréquentes en français qu'en anglais, souvent très idiomatiques et pas négatives du tout, hein. Quand on dit un exemple favori, c'est si je dis on n'a pas chômé cette semaine ou on n'a pas chômé cette année, c'est une tournure négative, mais c'est pas du tout négatif. Ça veut dire qu'on a travaillé fort, to work hard. Donc, il n'y a pas forcément une valeur négative à une tournure négative. C'est le grand paradoxe de la langue. Alors, on y va avec les quatre éléments en question.
Functional elements that help address client needs, such as saving time, reducing costs, or simplifying processes. Emotional elements such as decreasing anxiety, providing entertainment, or improving attractiveness. Life-changing elements that can involve motivation or providing hope. Social impact elements that speak to self-transcendence. Alors ça, c'était vraiment pas évident. Alors, j'y suis allé du mieux que je pouvais. Alors, des éléments fonctionnels qui aident les clients à répondre à un besoin, gagner du temps, réduire les coûts, simplifier un processus. Des éléments émotionnels, réduire l'anxiété, divertir, créer un attrait. Des éléments existentiels, accroître la motivation, donner de l'espoir. Et des éléments sociaux, nourrir son besoin de transcendance. Alors, il y avait beaucoup de défis ici. Et évidemment, le principal, le premier, c'était la recherche d'adjectifs qui pouvaient faire une énumération cohérente et idiomatique en français. Alors, life-changing elements, social impact elements, c'est vraiment très typique, encore une fois, de ce. C'est très, j'allais dire, c'est très facile en anglais. C'est des mots. On assemble les mots, on voit tout de suite ce qu'ils veulent dire et on comprend tout de suite. C'est des choses qui sont très difficiles à transposer en français. Et ce qui me fascine quand je lis, si on lit des textes bien écrits en français du même genre, comme par magie, les auteurs en français vont réussir à aligner une typologie comme ça qui est très cohérente en français, qui ne semble pas, on ne semble pas chercher les mots. Donc, je fais toujours le pari qu'il y a moyen de faire quelque chose, qui est encore une fois, je vous renvoie à mon petit graphique du début de la présentation, qui est avoir des petites, comment j'avais écrit ça, donc des imprécisions parfois, ou en tout cas des petits décalages par rapport à l'anglais. Il faut toujours analyser ça en fonction de big picture. Qu'est-ce qu'on essaie de transmettre? C'est quoi les quatre grandes sphères dont on parle ici? Alors, existentiel, j'étais tombé sur ce mot-là quelques jours avant de traduire ça. Il m'avait frappé bon, dans un autre contexte. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pensé, encore, je suis encore en réflexion, mais j'ai pensé que dans ce contexte-ci, c'est ce qu'on voulait dire, c'est quelque chose qui a rapport à l'existence. Alors, il n'y a pas l'idée de changer la vie dans existentiel, mais il y a quand même l'idée de trouver un sens à la vie, aller chercher vraiment ce qui nous concerne au plus profond de nous de façon personnelle. Donc, on parle de motivation et d'espoir. Je pense que c'est très proche de la dimension existentielle de l'être. Après ça, social impact. Alors, j'ai laissé tomber le mot impact, mais évidemment, il est implicite dans nourrir son besoin de transcendance. Euh, that speak to self-transcendence. Alors, ici, le lien entre transcendance et social n'était pas évident pour moi à première vue. Ce qui fait qu'au départ, j'ai traduit par des éléments sociaux. Je ne me sais plus quel mot j'avais utilisé, mais quelque chose comme se dépasser pour aller vers l'autre. Quelque chose comme ça. Pour faire un lien avec. Alors, j'ai dit peut-être qu'on entend transcendance par justement se dépasser, sortir de soi, mais vu que social, il y a l'idée d'avoir un contact avec l'autre. Donc, j'ai dit se dépasser pour aller vers l'autre, quelque chose comme ça. Un petit peu plus loin, il y a une illustration de ce qu'on entend par transcendance, et ça ne fonctionnait pas du tout. On parlait d'un décor zen, vous allez voir tout à l'heure, là. Un architecte, par exemple, qui propose un décor zen, ça répond. C'est un exemple de que Joachim donnait pour répondre aux besoins de transcendance. Et là, il n'y a pas l'idée d'aller vers les autres. Donc, bon, je me suis dit, le plus simple, c'est de revenir au mot transcendance parce qu'au fond, il existe en français, je crois qu'il est tout aussi courant qu'en anglais. Il a la même connotation, à mon avis. Donc, à quelque part, peut-être que je me faisais un faux problème en essayant de créer, de chercher à tout prix là, un lien entre social et transcendance, alors qu'il ben, il en existe un de toute façon. L'autre chose aussi que je sais que un œil des traducteurs va remarquer, c'est le fait que, alors dans le premier point, je dis des éléments fonctionnels qui, et dans les trois autres points, j'ai juste un deux points. Mais là, ici, j'ai fait à peu près ce que Joachim faisait dans l'original anglais aussi. Functional element, that help, et après ça, le such as. Bon, après ça, on revient à that. Euh, Encore une fois, j'ai fait de mon mieux. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire une énumération qui serait parfaitement cohérente. Je crois vraiment pas que c'est grave, en fait, euh, dans l'esprit du lecteur. Il y a quand même une cohérence parce qu'ici, on arrive avec un deux points qui est suivi cette fois-ci donc d'infinitif, comme dans les trois autres éléments. Alors, je suis particulièrement curieux ici, Joachim, de voir ce que tu en penses, parce que c'est un des cas où j'ai l'impression d'avoir dû tordre un petit peu le texte. Yeah, I mean, here, so what was going on in my mind when I was writing this is I want to point out that there's more to value than just, for example, for a translator, just handing in a text,
right? Mhm. There's a lot of ways that we can provide value to our clients. And so my idea was to provide a simple hierarchical structure, and I came across Harvard's research on the topic. So this is really a hierarchy for them. So functional is like basic, saving time or, helping you make more money is functional. Emotional is making someone like reducing someone's anxiety so they can sleep at night. They know that their website is going to be ready tomorrow. It's in good hands, or their translation. Life changing is more about like making a bigger impact in their life, like their motivation, their feeling like they're attached to a mission. And then the highest one, social impact, is like you're doing something for others. It's philanthropic. So that's the general idea, but I can see how it could be challenging. Here again, I find that life-changing elements by using existentiel, which again raises the discourse a little bit to me, that's a little bit more abstract, but Mhm. it also sounds a little bit more, again, it has a nice ring to it and Mhm. it's Latinate. It sounds more, I don't know, recherché. I'm trying to find the English word now for recherché. It's like a carefully chosen word that shows some thought behind it. And I think that because you have a gradation, it works well, right? You have élément C'est ça. fictionnel, élément émotionnel. Then existentiel is like going to this higher level of abstraction, but also it's about like not immediately tangible. So we're following a hierarchy, and that's I think you've captured the spirit. And finally, we have social, which is like it's not just about you; it's about how you are impacting others. So, for Mhm. example, like a concrete example of this is with my translation clients. If they tell me that thanks to my translation, they were able to achieve something or they're very proud of it, then I will often share it on social media and say, hey, I'm proud of what my client achieved. Isn't this amazing? So I'm reinforcing, so I'm giving them value on a level that has nothing to do with translation. Mhm. It's transcending. So that's the idea of transcendence here to me. That's Mhm. what I was trying to capture. So OK. Alors, tu vois, pour existentiel, tu précises que c'est plus abstrait, effectivement, c'est le cas. Mais encore une fois, alors, s'il n'y avait pas, c'est parce que la définition après, on explicite de quoi il est question, accroître la motivation, donner l'espoir. Si on n'avait pas la définition ici, ça aurait été beaucoup trop risqué de traduire life-changing elements par éléments existentiels tout court. Et ça, encore une fois, c'est très important. C'est un lieu commun en traduction de dire que tout est une question de contexte, mais je pense que comme traducteur, on ne s'appuie pas assez sur ce principe-là. Je n'aurais pas pu traduire life-changing par existentiel s'il n'y avait pas immédiatement après l'explication de la chose. Peut-être que j'aurais dû payer le prix d'une traduction plus longue et plus lourde, des éléments qui changent la vie, ou etc., qui bouleversent, etc. J'aurais peut-être été obligé de payer le prix. Mais ici, je m'appuie sur le contexte pour aller chercher un mot qui me paraît plus élégant, comme tu disais, qui s'inscrit bien dans le paradigme des quatre éléments. C'est un peu ce qu'on veut faire. Donc, ce qui me permet de le faire, c'est encore une fois le contexte. Dans un autre contexte, je n'aurais pas pu le faire, je ne me serais pas permis de le faire non plus. Commentaire, Annabelle? Oui, il y a Chris Durbin qui dit comment on traduit woo-woo en français. that's a good Merci, one. Chris. Autre Euh, chose? Ah, c'est euh, suffisant, je pense, hein? Social impact elements that speak to self-transcendence, c'est du blabla en anglais. Si on le lit à haute voix, ça fait rire. Ah bon. Life-changing dans le sens de transformateur. Oui, 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 ça serait bien. Il y a bien des contextes où ça fonctionnerait. Je le trouverais un peu trop technique ici. En fait, j'aime bien l'aspect un peu épuré du mot existentiel. Mais oui, il y a bien des contextes où ça fonctionnerait, transformateur. Oui, oui. Nourrir son besoin, répondre aux besoins. Ah, oui. Ben, je trouve que nourrir est plus riche, mais les deux auraient fonctionné. Ou des éléments fonctionnels axés sur divers besoins. Ah oui, pour en haut, des éléments fonctionnels axés sur oui, oui, oui. Je reconnais ici les traducteurs ou traductrices typiques qui veulent éviter le mot aider pour traduire help, ce qui est un très bon réflexe. Donc, je félicite la personne qui fait cette suggestion-là. Oui, c'est une bonne idée. Hmm. Qui permettent de répondre aux besoins du client. On a fonctionnel, utilitaire, au lieu de fonctionnel, utilitaire. Euh, il me semble qu'utilitaire réduirait la connotation est un petit peu trop commodity, je dirais, un petit peu trop. Ça rabaisse un petit peu la noblesse de la fonction. J'ai l'impression avec utilitaire. Mais là, c'est ma perception à moi de la connotation.
Puis on a gain de temps, coût réduit, processus simplifié. Oui. Make it short. Alors ça marche. Alors l'idée, encore une fois, c'est que, bon, je me souviens plus trop de mon raisonnement au moment où je l'ai fait, mais je constate ici que j'ai, dans les quatre éléments, je donne des exemples sous forme d'infinitif. Alors, si je mets des substantifs ici, ce qui se justifierait, ça m'obligerait à mettre des substantifs ailleurs et ça ne marche pas toujours si bien que ça, transformer des verbes en noms. Par exemple, ici, le deuxième, réduction d'anxiété, divertissement, création d'attrait, ça ne fonctionnerait évidemment pas. Donc, c'est peut-être ce qui m'amène à garder les infinitifs en haut. C'est toute une question d'équilibre, hein. C'est vraiment un texte, c'est une écologie, hein. C'est tout, chaque élément influence ses voisins. Puis on a Can Joe explain the thinking behind social impact element? A ref to community impact changing society as a whole, not just the individual. Yeah, that's very much it. Like beyond just helping your clients, you're helping them have a ripple effect on the Hmm. world. So it speaks to their higher aspirations. That's really what I was, trying to get across here. On passe à la phrase suivante, paragraphe suivant. Businesses that are able to cover more than one of these elements will generally be more successful. So, when communicating your value, it helps to think in terms of multiple ways you can add value. Les entreprises qui réussissent le mieux sont généralement celles qui touchent plus d'un de ces éléments. Donc, pour faire valoir ces services, il est utile de les examiner sous ces angles divers. Alors, ici, le fameux more, hein, more successful, plus que qui. Alors, on a un bel exemple de faux comparatif ici. Alors, c'est devenu qui réussissent le mieux. Ça, c'est pas très difficile, surtout en fait retourner, ça vient naturellement. Ensuite, quoi d'autre? Faire valoir ses services, c'est une expression. Faire valoir est un verbe que j'ai utilisé. Oh, je vois qu'il est écrit deux fois, là, faire valoir. Mais faire valoir est une expression, un verbe que j'aime beaucoup en français. Et je remercie Joachim, il m'a donné l'occasion de l'utiliser très, très souvent dans cette traduction aussi. Faire valoir, c'est très pratique. Et puis après ça, voilà, l'étude l'examen sur les angles divers. Alors ici, c'est sûr que value, et, dans la deuxième phrase, on n'aurait pas pu se payer cette répétition en français. Et bon, c'était pas très difficile de l'éliminer. Commentaire là-dessus, Joachim? I'm looking here. I think, there is some redundancy in English. There's no way around it. But you've managed to sidestep, something that would have been abusive if it was too literal. Mhm. So I'm still kind of staring at that faire valoir and thinking, what a good idea, faire valoir for communicating value. Ah, il m'a été très, très utile. Je vais vérifier le nombre d'occurrences, mais oui, dans l'ensemble Yeah, du and livre. because I'm currently studying AI, I'm doing more advanced studies on this, and it's also making me think of just how, a machine would never think, like you were talking about l'écologie du texte, like how the text is a whole, right? And all the pieces influence each other. And this is something that only a human can understand. A machine can have a million gazillion parameters, but the parameters don't work the way a human works and the way human understanding works. So it's the level of nuance you're bringing is really is impressive, and it was necessary, I think, to avoid the redundancy, avoid sounding condescending, all these different things. Ouais. Et ce qui me permet de faire ça, encore une fois, je reviens à mon point de départ, c'est d'avoir lu le livre au complet. À quelque part, il y a toute une unité, il y a un message global, et je ne traduis pas une phrase, je traduis encore moins un mot, je traduis un livre. C'est vraiment important, et encore une fois, on le sait tous comme traducteur en théorie, mais bon, les nécessités de la vie quotidienne font qu'on a tendance souvent à négliger cet aspect-là de notre travail. Et bon, on dit tous on ne traduit pas mot à mot, certes, mais beaucoup traduisent encore phrase à phrase, et c'est toujours pas ce qu'il faudrait faire. On For continue. example, as an architect, you might emphasize that you help your clients save time, functional element, finding the right house design. But you would also be wise to mention that you help ensure their safety, emotional element, enjoy better quality of life, life-changing element, and perhaps even connect with nature, help preserve the environment with eco-friendly features, and achieve higher states of tranquility in their new inspired abode, self-transcendence. Alors ça, c'est un beau défi en fait y retourner. Ça demande beaucoup d'efforts mental.
Alors, par exemple, en même temps, c'est très simple parce que l'ensemble du paragraphe est très logiquement construit, puis évidemment, il renvoie aux quatre éléments dans l'ordre, donc ça se fait en fait retourner. Alors, par exemple, si vous êtes architecte, vous pouvez dire que vous faites gagner du temps à vos clients. Ici, je parle souvent dans mes cours d'éviter le vous, de le privilégier le on, par exemple. Mais il y a vraiment des circonstances où on va naturellement s'adresser au lecteur, surtout dans un livre comme celui-ci. Alors, encore une fois, c'est un peu notre sixième sens, notre compréhension intuitive de la langue, qui va nous faire savoir est-ce qu'on doit traduire un you par un on, parce que c'est un principe général, ou on traduit le you par un vous, parce qu'on veut vraiment que le lecteur se sente visé. Mais là, il y a une question d'appréciation, de jugement professionnel, et deux traducteurs différents peuvent faire des choix différents sans qu'un des deux se trompe nécessairement. C'est une question de choix. Alors, par exemple, si vous êtes architecte, vous pouvez dire que vous faites gagner du temps à vos clients, éléments fonctionnels, dans le choix du bon modèle de maison. Mais pourquoi ne pas, dans la foulée, souligner que vous allez également assurer leur sécurité, élément émotionnel, améliorer leur qualité de vie, élément existentiel, voire les mettre en lien avec la nature, contribuer à la protection de l'environnement par des solutions écologiques et les aider à trouver la sérénité dans leur nouveau décor zen, transcendance. Donc, c'est ici que j'ai compris que je n'avais pas le choix je ne peux pas m'en sortir autrement qu'avec le mot transcendance et évidemment avec le mot zen. Euh, alors, voyez-vous, simple énumération en anglais de quatre éléments. En français, spontanément, en mode rédaction, euh, j'ai commencé une deuxième phrase par mais pourquoi ne pas, etc. Voir les mettre en lien, souligner dans la foulée. Tout ça, c'est des éléments de rédaction. On regarde en anglais, c'est plus ou moins là. Mais je les laisse quand même parce qu'il me semble que ça agrémente la lecture. C'est très idiomatique. Évidemment que ça ne trahit pas l'anglais non plus. Ça me coûte un peu parce que, hein, comme on voit, le français est un petit peu plus long. Mais j'aime à dire aussi, en traduction comme en rédaction, lourd n'égale pas long et long n'égale pas lourd. Une phrase peut être longue sans être lourde. Et elle peut être courte tout en étant lourde aussi. Donc, faut pas confondre les deux. Alors, il me semble ici que, bon, justement, à cause de ces enchaînements, pourquoi ne pas, donc la forme interrogative. Ah, d'ailleurs, il faudrait bien mettre un point d'interrogation à la fin. Donc, tournée négative et interrogative. Le mot voir ici, tout ça, bon, crée un certain dynamisme qui me paraît très idiomatique. Alors, je dois vous avouer que pour les éléments de la fin, oui, j'en ai oublié quelques-uns dans mon premier jet de feuille retourner. Là, j'ai dû retourner, c'est quoi de le dire, voir l'anglais. Mais la feuille retournée, vous comprenez, c'est normal qu'on ne se souvienne pas de chaque élément quand on se met en mode rédaction. L'important, c'est de créer une structure de phrase, comme ce que vous avez ici, un souffle. Et puis après, il y a certains éléments de sens qu'on peut oublier, mais on les réintègre très facilement en comparant avec l'original ensuite. Joachim? Yeah, there's some adaptation that's definitely happened here. We have pourquoi ne pas dans la foulée. It just makes it sound like French to me. So it's great because I guess part of, the fear of anyone who has a book translated, you want to make sure that it sounds completely natural in the other language. And I feel you've completely achieved that. So I agree in terms of idiomaticity. And, I just want to talk a little bit about the pronouns because this was something I had to figure out in English. And it was not such a challenge for this book because I wanted to write a lot of I and then speak to the reader as you. And that's Mm, pretty common with these kinds of books. I've oui. read quite a few of them, some of the ones that I consider to be better ones. And I take my inspiration from that. But it was a real problem with my second book, UGPT, which is more technical, Mhm. which cites a lot more research. We had a lot of footnotes in the second book. I think I have over 60 footnotes and a lot of more technical content. And also, it's even more delicate in UGPT before ChatGPT because I'm speaking from my own experience. I'm speaking to the reader. I have some how-to in there, and we have the technical piece. And so I dictated my book, and then I had someone do a first cleanup. Her name is Roberta Ware, and she ended up using a lot of we in places where I had not used we in an effort to harmonize the text. And when I read it, I realized that I did not like the use of we because if you use we um, too often, you're including the reader, and sometimes they may not agree with your statements. Mhm. We should do this. We should think to do that. It's a little bit presumptuous. So I ended up going through the entire book and reworking the pronouns. Not that the editor didn't do a good job, but because I was sensitive to this and I want to respect the reader. So
as odd as it sounds, using a lot of you anytime it's instructional or something it's like, here's how you can say something, like in the example we have here. In a way, I think that it's a more respectful way to address people. Now, we couldn't have used we here because we are not an architect, but there are a lot Mm, of other places in this book where I could have used we mhm. as sort of a reflexive thing. But I'm glad that I didn't. I think that in these more how-to kind of motivational books, the me and you work a little bit better. And then what I ended up doing with UGPT is using we in only a few places where I really felt that I'm not imposing my views, I'm not abusively including someone who may not agree or who may not want to feel that they are being included in a group that they don't feel that they are part of. So it might sound like an obvious thing, but for the author too, it's hard to figure Ouais. out pronouns. Mhm. And I've read some business where they use no I. I've read business books where everything is focused on you. And I've also read business books that were entirely written in the passive voice. And so this is a tough thing that the author has to figure out too. You don't want to be presumptuous. I wanted to share a little bit about my own life and my experiences, but if I used it too much, then it was all about me. So it's actually not so easy to find the right pronouns as an author either. Oui, et en plus, en français, on rajoute le on à tout ça, cette belle soupe. Right. Alors, pour ceux qui se posent la question, en passant, on vise à terminer à 14h30, heure du Québec, donc dans 25 minutes, s'il y en a qui se posent la question, mais le tout est enregistré de toute façon. Ben merci pour ces commentaires, Joachim, sur le choix du pronom. Effectivement, en tant que rédacteur, en tant qu'auteur, déjà, c'est toute une question. Et c'est compliqué parce que comme traducteur, il faut donc percevoir ces choix-là. Certains sont involontaires, d'autres sont réfléchis. Et en plus, il faut se demander ce qu'on aurait fait en français, ce qui n'est pas toujours la même chose. Donc, c'est compliqué. Hmm. Oui, pour revenir au début de ce que tu disais, le fameux mais pourquoi pas dans la foulée, pendant que tu le disais, je regardais l'anglais, je me disais, mais c'est pas un hasard si, en mode feuille retournée, je me suis éloigné de l'anglais à cet endroit-là. Parce que you would also be wise to mention, est-ce que j'aurais pu dire, mais vous seriez également sage ou intelligent. D'abord, wise n'est pas facile à traduire. Et là, c'est un vous qui tout d'un coup aurait été, je pense, un peu intrusif, justement. Vous seriez intelligent alors, il y a une façon de dire ça en français, mais avec complètement d'autres mots, et c'est ce qui fait que je suis allé sur un autre terrain. Alors, évidemment, dans la foulée, ça, c'est une petite, j'ai envie de dire, une petite coquetterie de traducteur-rédacteur. Il n'était pas suggéré par l'anglais, mais bon, tout ça est un tout, hein. J'ai remarqué aussi que on avait emphasize en anglais ici en haut, qui est traduit par un simple mot, dire que, mais je suis allé chercher souligner ici. Là, on avait mention en anglais. Et ça aussi, après coup, je pourrais le corriger. Mais je me disais d'abord, ici, si j'avais commencé la phrase par exemple, si vous êtes architecte, vous pouvez souligner que vous faites gagner du temps à vos clients. Ce n'est pas du tout naturel comme tournure. Et ensuite, dans la foulée, on souligne que, donc on veut dire ici, ce qui est important dans la deuxième phrase, c'est que non seulement vous présentez une première caractéristique, un premier avantage, mais vous allez donc aller chercher les trois autres éléments. Donc le mot souligner est important. Je l'aurais pu mettre mentionné ici, évidemment, mais encore une fois, c'est le mot souligner qui est sorti spontanément à la rédaction. Après coup, je me dis, bon, ça ne coûterait pas grand-chose de mentionner, mais il me semble euh, que j'ai rien trahi avec ça, et d'autant plus que ça fait un drôle d'écho au emphasize qui est dans la première phrase en anglais. Donc, encore une fois, c'est une question d'écologie, tout ça. I think too, for me, the pronoun thing, because I grappled with it a lot, I'm also thinking that some of my use of pronouns comes from teaching. Because when I'm teaching, I'm always saying, "Hey, you," I'm calling on people. I'm asking people to give their opinion and jump in. And with a book, you always have this fear that your writing is going to be too dry and that people will gloss over it if they don't feel concerned. So, thankfully, it's quite common in these kinds of books to use you in English, but Oui. I'm sure in French it's less so overall. Ben, vous savez, ici, on aurait pu dire, en français, j'aurais pu dire, par exemple, un architecte peut dire que, et il peut faire telle chose. Ce serait, en fait, c'est le genre de choses, je pense, qui aurait été transformé en you en anglais, j'ai l'impression. Parce Hmm. qu'encore une fois, comme je dis dans une de mes formations, en français, on parle facilement de soi à la troisième personne et on parle facilement au lecteur à la troisième personne aussi. En anglais, c'est beaucoup moins naturel. Encore une fois, parce que l'anglais est proche du réel. Je parle à toi, donc je dis tu. Et en français, c'est une capacité d'abstraction qui fait que je peux parler de moi
à la troisième personne. Une entreprise va parler d'elle-même à la troisième personne. Et on peut aussi s'adresser à un gestionnaire en disant le gestionnaire doit faire telle chose. Et le gestionnaire, le lecteur qui est gestionnaire comprend qu'on s'adresse à lui, même s'il n'est pas de vous. Et ça, c'est une des mille facettes du fait que le français est plus à l'aise avec les abstractions. C'est une forme d'abstraction dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des commentaires, Annabelle? En voyant l'exemple, maintenant, je me demande si existentiel n'était pas connoté survie. On entend beaucoup cet adjectif dans le contexte des conflits actuels. Est-ce que ce serait plutôt la qualité de vie? Ben, voyez-vous, ici, déjà, on a leur qualité de vie, élément existentiel. Donc, si j'avais traduit par qualité de vie, on aurait un problème de redondance. Mais je comprends la connotation qui est mentionnée ici. Il faut voir, ça dépend vraiment de Moi, j'ai lu beaucoup de livres sur la spiritualité, notamment, puis le mot existentiel a vraiment ce sens plus, je dirais, serein, qui n'est pas forcément le sens menaçant qui est mentionné ici, mais qui existe également. Alors, encore une fois, je ne sais pas, les mots nous échappent parfois, hein. Et on a deux commentaires qui disent que sérénité, c'est vraiment un beau mot pour traduire higher states of Ben tranquility. oui, ben, encore une fois, il y a tout un monde entre les deux mots, et merci à la feuille retournée. Bon, Now it's your turn. Grab a journal and write down the value elements you are uniquely suited to deliver to your clients. Don't let this book become shelf help. The magic lies in taking action. bon, alors j'attends vos suggestions dans le clavardage. Alors, bien, encore une fois, bravo. Alors, shelf-help, évidemment, bon, on a très peur de ce mot, mais on y va avec la feuille retournée et on dit, bon, je vais simplement rendre le même message. Alors, ça donne ceci. À vous maintenant, prenez votre calepin et écrivez-y les éléments de valeur que vous apportez à vos clients par vos qualités spécifiques. C'est bien beau de lire mon livre, mais il ne vous servira à rien si vous ne passez pas à l'action. Alors, encore une fois, j'ai rendu le ton, l'intention avec des mots complètement différents. Je ne me suis pas laissé hypnotiser par Shelf Help. Mais là, attention, j'ai une petite surprise pour vous. Pour ce paragraphe-ci que j'ai choisi au hasard, j'aime beaucoup jouer avec le hasard, j'ai demandé à Perplexity de traduire ce bout-là, ce segment-là de l'anglais vers le français. Alors, je vais vous montrer tout de suite avant qu'on commente, on commentera l'ensemble. Alors, ça dit, donc la partie du milieu, c'est maintenant à vous. Prenez un carnet et notez les éléments de valeur que vous êtes particulièrement bien placés pour offrir à vos clients. Ne laissez pas ce livre devenir un simple ramasse-poussière. La magie réside dans le passage à l'action. Alors, écoutez, quand même, chapeau à Perplexity pour le ramasse-poussière. Je ne sais pas si j'aurais pu y penser moi-même. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu honte un petit peu. Je me suis dit, mon Dieu, mais l'intelligence artificielle m'a dépassé, m'a battu. C'est tellement une belle expression, le ramasse-poussière. Et dans un deuxième temps, je me suis dit, oui, mais justement, la traduction, ce n'est pas c'est pas de la terminologie qu'on fait, c'est de la traduction. Et le shelf help, il est intimidant, comme je disais tout à l'heure, mais même si le mot hors contexte est très bien trouvé, sérieusement, je suis ébloui. À quoi ressemble la phrase? Ne laissez pas ce livre devenir un simple ramasse-poussière. On ne dirait pas ça spontanément en français. On pourrait utiliser ramasse-poussière dans un autre contexte, hein. On pourrait dire c'est dans ces conditions qu'un livre peut devenir un ramasse-poussière, par exemple. Je pourrais le dire comme ça. Mais dans cet environnement-ci, je pense quand même que ma solution est plus, elle sent moins la traduction en fait, elle sent moins le souci de rester proche de l'anglais et d'éblouir un peu par un tour de passe-passe, qui est, bon, effectivement, le ramasse-poussière qui est une bonne idée. Donc, c'est comme une fausse bonne idée. C'est une idée géniale, mais pas au bon endroit. Bon, peut-être que j'essaie de me justifier a posteriori, mais honnêtement, je pense que c'est le genre de réflexion qu'on pourrait faire devant ce résultat-là, mais bon, je reste ouvert à vos commentaires. Joachim? I mean, it's interesting. I think I have a similar reaction. At first, I thought, oh, ramasse poussière. It made me laugh. Um, I thought it was kind of a funny idea, but is that really what someone would spontaneously say? Well, if not, then it's probably not what we want to use in the book, right? Because we're not. That's exactly why I didn't have AI translate my book because I want it to be written in the right in a style that will speak to people. So this is with AI can give us so many interesting ideas, but then it's up to us to have judgment, right? So, C'est, and what c'est- I really like is c'est bien beau. Again, all of these little, I guess you could call them mise en relief. C'est bien beau de
Pas You have a tout à lot of fait say. celui-ci, parce qu'il Oh, n'y a you pas see? c'est No? que. Ben, c'est que, c'est mise en relief, et c'est pas c'est que, c'est juste. Mais le c'est, en tout cas, il est très idiomatique, oui. Hmm. Hmm. Yeah, it's unexpected. I think that's what I'm trying to get at. It's unexpected there. Hmm. C'est bien beau de lire mon livre, mais it's very different from Don't Let This Book Become Shelf-Help. But because it has that little element of surprise, it pops out, and I really liked it, instantly. And that's an interesting thing too about like the gut reaction, right? When I first read C'est bien beau, I thought that's exactly I think that's exactly what I'm trying to say. It's what if I were on a stage somewhere speaking, I might say something like that. C'est bien beau de m'écouter parler, mais faites quelque chose avec ce que je vous donne. C'est ça. That's what I might say if I'm on a stage, and I do a lot of public speaking. So that speaks to my soul more, where the idea of the ramasse poussière is like it's impressive, it's kind of cool, but is it what any human would really say? Not, Ouais. I'm not sure either. C'est qu'on ne traduit pas des mots, on traduit une intention. Alors, les deux dernières phrases de l'anglais sont très courtes. Don't let this book become Shelf-Help. The magic lies in taking action. Quelle est l'intention derrière ces deux phrases? C'est pour l'amour de Dieu, passer à l'action. C'est juste ça. Après, tous les mots autour n'ont à peu près pas d'importance. Leur seul but, c'est de mettre en relief ce but-là, cette idée-là, cette intention-là. Pour revenir à la phrase du milieu, en fait, à la traduction automatique du milieu, ça me faisait penser à, vous savez, dans le domaine de la science-fiction, on parle de la vallée de l'étrange. Quand on est très proche d'un automate, par exemple, qui est presque humain, mais pas tout à fait humain, il y a comme une sensation bizarre apparemment qui est très, très déstabilisante. Plus que si on est devant un automate, un robot qui est complètement différent d'un humain. Et c'est un petit peu ça ici, l'intelligence artificielle. On sent qu'il y a quelque chose de bien, mais il y a quelque chose d'agaçant ou de dérangeant parce qu'on sent bien que ce n'est pas tout à fait humain ou naturel. Et Hmm. pour une phrase, c'est pas très agréable, mais quand on lit à l'échelle d'un livre, ça devient extrêmement fatigant. C'est très fatigant pour le lecteur, même si le lecteur ne va pas toujours saisir pourquoi il est fatigué à mesure qu'il avance dans le livre. Est-ce que je peux lire les Oui, commentaires? oui, On aurait peut-être pu insérer tabletter quelque part. oui. Encore une fois, oui. Alors, mais c'est de trop focuser sur Shelf ici. Mm. Mais alors, s'il y a une bonne solution, tant mieux. Ne tablettez pas mon livre. Je ne sais pas, ça me paraît encore. C'est comme si on cherchait à tout prix à traduire le mot shelf, parce que, évidemment, que shelf help est un très, très, très beau mot valise en anglais. Mais on peut avoir plein de belles trouvailles. Alors, shelf help est une belle trouvaille en anglais. C'est une belle ressource en anglais. Et on peut en avoir plein en français aussi, mais elles vont être ailleurs. Il faut aller Mais chercher les autres Hmm. ressources du français, comme justement, c'est bien beau d'eux, c'est un bon exemple. Il ne faut pas éblouir le lecteur, chercher à éblouir le lecteur sur les mêmes mots qu'en anglais, puisque par définition, ce mot-là, il est très dur à traduire et ça crée donc des résultats artificiels, mais on va se rattraper dans d'autres passages. on a ce livre ne doit pas rester lettre morte. Oui, Coucher sur le papier les éléments de valeur. Ça, c'est le début, là. Grab a oui. journal. Je trouvais ça très Ah oui, beau. coucher sur le papier, j'aime bien parce que j'avoue que j'ai eu du mal je savais pas comment traduire journal ici. Mhm. Carnet, calepin, agenda. J'avais en tête Alors, j'avais en tête ceci qui est toujours sur mon bureau et je ne sais même pas comment j'appelle ça en français. C'est un calepin, je pense, mais il me semble qu'un calepin, c'est plus petit que ça. Euh, c'est drôle parce que j'ai vraiment hésité. Je ne suis pas tout à fait certain de mon calepin, mais évidemment, coucher sur papier, pourquoi pas. Alors, Il y encore en une fois, a, voyez-vous, le Grab a Journal est très, très concret et coucher sur papier, c'est un petit peu plus abstrait. On parle plus de l'essence de la chose plutôt que la façon dont elle se manifeste. ne laissez pas ce livre prendre la poussière. Ah, c'est bien ça. Oui. Mm. Ah, euh, beaucoup plus naturel déjà. Oui. ou dormir sur l'étagère. Oui, excellent. Oui. Euh, grab a journal. Prenez la plume. Oui, ben oui. Bravo. Voilà. On continue. Alors là, les amis, The Magic of SOPs, je te laisse lire ça. The magic of SOPs. One of the best ways to start more effectively showcasing your value is to draw up a few simple SOPs or standard operating procedures. Alors là, dès la lecture, encore avant même que je sache que j'allais traduire le livre, je me disais, oh, quel beau défi de traduction, qu'est-ce que je ferais avec ça? Alors, vous savez tous, sans doute que vous avez tous traduit SOPs dans votre carrière, on le traduit souvent. J'en ai fait beaucoup pour la Défense nationale notamment.
C'est très courant en anglais. Il y a des traductions évidemment en français, des normes d'exploitation, etc. Et je me dis, alors je vais laisser Joachim commenter après. Je vais dire ce que moi j'ai vu et tu pourras me confirmer, Joachim, si mes intuitions étaient bonnes. Alors, c'est un terme de grande entreprise que tu veux appliquer aux solopreneurs, comme tu dis, les entrepreneurs individuels. Et d'ailleurs, tu le dis explicitement plus loin, ce n'est pas que pour les grandes entreprises, c'est aussi pour des entrepreneurs, des travailleurs, des travailleurs autonomes, etc. Alors, je me dis, est-ce que j'entre dans le jeu et je prends un mot impressionnant comme norme d'exploitation en disant, ben, je vais jouer avec l'opposition entre l'expression de grande administration appliquée à un petit entrepreneur ou est-ce que je trouve que ça va être trop gros, trop lourd, artificiel, etc. Et la fameuse question, qu'est-ce qu'un auteur francophone aurait fait ici? Euh, alors, je voulais éviter de consulter la vitrine linguistique Etermium pour connaître les traductions officielles de Standard Operating Procedures. Il y en a quelques-unes que vous connaissez comme moi. Ici, ce que j'ai fait, c'est très drôle. Alors, je consulte beaucoup Perplexity. Évidemment, je ne le laisse pas traduire mes choses. D'ailleurs, je l'avertis d'arrêter de traduire mes phrases quand je lui pose des questions. Mais je lui demande souvent, qu'est-ce que tu penses, comment interprètes-tu tel terme dans tel contexte, etc. Ici, je voulais poser une question à Perplexity du genre, comment appellerais-tu, et là, je voulais définir la chose pour savoir comment, ce qui me sortirait. Et dans ma propre question, c'est le mot fiche qui est sorti. Comment décrirais-tu une fiche qu'un travail autonome se fait pour se rappeler les principales. Alors, bien, je savais ce qui s'en venait, le SOP est décrit plus loin, là. Joachim le décrit comme étant justement des étapes très simples de choses à faire dans telle ou telle circonstance, et il précise moins d'une page. Donc, pour moi, c'est une fiche. Mais c'est en formulant ma question à l'intention de Perplexity pour lui demander comment lui appellerait ça, que spontanément, le mot fiche est sorti. Là, je me suis dit, tiens, j'ai une bonne piste avec ça. Donc, ça devient ceci. J'ai appelé ça des fiches de procédure, tout simplement. Donc, la magie des fiches de procédure. Alors, concrètement, comment faire pour mieux montrer la valeur de vos services? Commencez par créer des fiches de procédure. Alors, SOPs, Joachim est obligé d'expliciter le cycle en disant Standard Operating Procedures. En disant fiche de procédure, ben, je fais l'économie de ça. Je formule les choses différemment. Encore une fois, spontanément, c'est une nouvelle section ici qui commence, hein. Alors, on a expliqué que c'est important de montrer la valeur de nos services, le résultat et non pas juste nos qualités. Et là, on commence une nouvelle partie, une nouvelle section. Et spontanément, je retourne à mon mode rédaction. Alors, concrètement, comment faire pour et commencer par. Donc, on est vraiment dans le style, encore une fois, très pratico-pratique, direct de l'auteur anglais, même si l'anglais n'a pas utilisé les mêmes procédés de rédaction que moi, donc la question-réponse, etc., etc. Alors, Joachim, je te laisse commenter. Yeah, I'm I can see how it would be a real challenge because you sense that correctly that I did want to bring it's part of both of my books. I'm trying to bring ideas from other fields, other professions, big businesses, what can the solopreneur or the solo translator or boutique firm do? So this was important about the SOPs. To me, fiche de procédure strikes sort of to me it sounds like an in-between thing. Like C'est you didn't ça. just say fiche, which would have been to me it would have lacked something if it was just fish. It's more than fish. Like there's an art to this, right? People are trained on how to write SOPs. It's something that's done in teams even or by managers in big organizations. So I like that you kept some level of technicity, I guess is the Mhm. word, with fiche de procédure. And it's really neat how you put commencer par. So I just had in English draw up a few things, but the commencer par, it's almost like you're introducing it more in a way that feels more natural in French. I think I don't know if you could call it like the inchoative aspect, like it's beginning the Oui, action, right? par définition, oui. Mhm. But it's sort of to me it greases the wheels and makes it more palatable. So no, it's a good balance for me. A very nice balance that you've struck. Alors, pour l'ensemble du paragraphe, on voit que je suis quand même très loin de l'anglais, tout en, je pense, rendant le sens. Là, évidemment, j'ai laissé tomber le effectively, comme très souvent, je le laisse implicite. Comment faire pour mieux montrer la valeur de vos services? Ça, ça veut dire la montrer efficacement. Euh, a few simple, alors des fiches de procédure. Alors, on pourrait me reprocher de dire commencer par rédiger
un petit nombre de fiches de procédure simples. On voit tout de suite à quel point tout Mm. ça tombe à plat, hein. Donc, bon, encore une fois, je n'ai pas la réponse finale, c'est juste des questions qui se posent en traduction. Mais comme je vous disais, bon, ma philosophie, c'est plus de miser sur le dynamisme. Commentaire, Annabelle? C'est tout à fait naturel. Je préfère le français à l'anglais. Et c'est tout. On écrit le prochain ensemble, Joachim. Chacun un Perfect. paragraphe. When clients approach service providers with unrealistic expectations because of some of the issues I've described, free and inexpensive technology, democratization of apps, one-click culture, and lack of outcome clarity, and there's no plan in place, every answer must be arduously drawn up from scratch. This takes a toll in terms of time, effort, and emotional strain. Chaque fois qu'un client se présente avec des attentes déraisonnables causées par les facteurs que j'ai énumérés plus haut, démocratisation des applications par leur simplicité et leur gratuité ou leur faible coût, culture tout en un clic, alors ça a été défini plus haut dans le livre, tout ça, flou des promesses, vous voyez, j'aime bien le mot flou, vous devez prendre le temps de lui concocter une réponse. Cela demande du temps, du travail et de l'énergie émotionnelle, mais ça, c'est parce que vous n'avez pas de fiche de procédure. Alors, si la dernière phrase renvoie à ce qu'il y a à la fin du paragraphe précédent. Encore une fois, je suis plus long qu'en anglais. C'est sorti comme ça. C'est compliqué. Je me suis demandé ici, par exemple, leur simplicité, leur gratuité, leur faible coût. Est-ce que je ne suis pas en train de faire une énumération inutilement lourde? C'est bien ce que l'anglais avait, mais l'anglais peut le faire de façon plus économique. Euh, mais bon, j'en suis là pour le moment. Qu'est-ce qu'il y a I à dire like là? how you really brought it home with the last bit there, because we have a long stretch of text, right? Ouais. And then you have, mais ça, c'est parce que vous n'avez pas de fiche de procédure. It lands at the end. It's hard hitting, and that's really something I wanted to achieve in English. So I Ça find it renvoie ici, satisfying. when, etc., and there's no plan in place. C'est ça qui est rendu à la fin. Alors, c'est fou comme tout ça se transforme tout en reprenant sa place, hein. Mais voyez, c'est ça. Alors, encore une fois, ça, c'est un petit peu comme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait? C'est bien beau de lire mon livre. C'est parce que j'ai lu le livre au complet, j'ai saisi le ton de Joachim. C'est ce qui m'amène à ce genre de résultat. Alors, je suis bien content que ça te plaise, en tout cas, parce que je vous rappelle que tout ça, Joachim le voit pour la première fois. Écoutez, il reste 4 minutes. Je pense qu'on va arrêter là. Je pense que j'avais un ou deux segments de plus, mais on peut arrêter peut-être pour prendre, je ne sais pas s'il y a des commentaires généraux sur l'exercice. Est-ce qu'il y a I'm des commentaires? curious to know, Francois, is how you do this in your own practice. Do you often do the feuille retournée? Do you do it like sur une base ponctuelle, like once in a while, or do you do this in regular intervals, or is it only during webinars? Like, I'm curious to know how you incorporate this into your own work. J'ai commencé, au début, je le faisais uniquement quand je faisais des traduels, parce que j'affrontais Dominique Jonkers, il fallait que je sois au niveau, au niveau stylistiquement. Et après, ben, j'ai tellement été obsédé dans ma vie par l'idiomaticité et j'ai tellement été frustré par le fait que je n'y arrivais jamais, qu'il y a quelques années, j'ai décidé de le faire de façon beaucoup plus systématique parce que c'est la seule façon dont on peut s'en approcher. Est-ce que je le fais pour Wow. toutes les phrases? Non, je ne le fais pas pour toutes les phrases parce que c'est très fatigant mentalement. Quoi qu'on s'habitue avec le temps, le cerveau s'habitue. Concrètement, quand je commence un texte, vous savez, il y a des textes, il y a des phrases qui se traduisent assez facilement, surtout quand on est dans un domaine qu'on connaît, etc. Donc, on peut traduire seulement quelques paragraphes une fois de temps en temps avec la technique de la feuille retournée et faire le reste de façon plus standard si le bitexte est assez satisfaisant ou si on peut traduire à vue de façon assez satisfaisante. Généralement, si je tombe sur une phrase qui me donne du fil à retordre, tout de suite, je passe mode feuille retournée parce que c'est par définition les phrases pour lesquelles c'est plus rentable. Alors, je ne le fais pas tout le temps. Dans ton livre, je suis obligé de le faire tout le temps parce que toutes les phrases sont difficiles à traduire. Mais voilà, concrètement, je le fais vraiment de plus en plus. En fait, là, je suis à la retraite. Mais de mes dernières années de travail comme traducteur à temps plein, pendant les 3, 4 dernières années, je le faisais au moins 50% du temps. J'ai appris à le faire aussi parce que chez Edgar, où j'étais, j'animais chaque semaine un petit atelier avec les nouveaux, les recrues qu'on avait, et je leur disais, apportez-moi une phrase qui vous a donné du fil à retordre dans la semaine. Donc,
chaque vendredi, je devais traduire des phrases difficiles et je me rendais compte qu'il n'y avait pas d'autre façon d'arriver à une solution satisfaisante que de la faire retourner. Voilà. Alors, ça m'a amené encore plus souvent, cet exercice-là hebdomadaire m'a amené à apprivoiser cette méthode-là. Et ce qui fait que je dirais dans un texte standard, je le fais peut-être pour 50% des paragraphes. Pour un texte comme AI Resilient, c'est 95% des paragraphes. Je lis Parce que le... quelques Wow. commentaires. Pardon? Je Oui? peux-tu lire quelques commentaires? Oui, vas-y, Annabelle. Ça fait du bien de voir des humains créer des textes de toutes pièces. Je Ben, suis, c'est pas tout à fait de toute pièce. Il y a quand même un auteur derrière moi, mais je comprends le sens, oui. Oui, oui, tout à je, fait. Alors, oui. je suis curieuse de savoir comment vous traduiriez UGPT before ChatGPT, le titre du second livre de Joachim. Bonne chance. C'est François, on je the te laisse la spot. parole. Mais ça me surprend qu'on me demande ça et non, personne ne veut savoir comment j'ai traduit le titre du livre AI Resilient. Moi, je veux le savoir. Joachim ne le sait pas encore. Alors, évidemment, c'est encore un titre de travail, mais pour le moment, mon titre de travail, c'est Pas peur de l'IA. Ah, c'est bon. Pas peur de l'IA. On verra, on en reparlera, mais j'en suis à ça. En plus, la tournure négative dont on parlait tantôt. Oui, oui. On Brillant. pourrait même y aller jusqu'à même pas peur d'Elia, mais ça serait un petit peu trop. Mais juste pas peur d'Elia, je pensais que ça serait bien. Enfin, on en reparlera. Alors, juste pour faire rire tout le monde un peu, au départ, UGPT before ChatGPT, je l'avais d'abord nommé MeGPT before ChatGPT. Par la suite, j'ai découvert que MeGPT, c'est une entreprise qui fait dans le clonage humain. Ils font le Ah. clonage de gens pour créer des avatars en ligne. Donc, le contraire de ce que je prône dans mon ouvrage. Mais en effet, je riais avec une amie récemment que moi, j'ai pété. C'est à peu près le pire titre qu'on pourrait imaginer en français. Donc, mais de toute façon, pour des raisons juridiques, c'est devenu UGPT. Mais en effet, c'est une bonne question. UGPT before ChatGPT. Quel beau défi de traduction. Oui, pour un Moi, prochain mandat. j'aurais Oui. dit jaillit l'IA. Jaillit Jaï l'IA. l'IA. Ah, c'est intéressant. On a Chris Durbin qui dit qu'on va voir un traduel entre François et Dominique à Dublin cet été, si vous voulez vous inscrire. Merci à vous deux de partager cet exercice. C'est un vent, attends, c'est une bouffée d'air frais. Combien de temps a passé François sur ce premier bout de texte? Ça, c'est une question qui revient tout le temps et je suis très mal à l'aise de vous répondre que je traduis très vite. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé là-dessus. Je peux vous dire que sur les 10 000 premiers mots, j'ai une moyenne d'à peu près 600 mots à l'heure. Évidemment, c'est un premier jet, mais voilà, c'est parce que j'ai fait ça toute ma vie, hein, donc je suis très, très rapide. Mais chaque fois qu'on fait des exercices comme ça, la question revient combien de temps? Le message général, c'est euh, avoir une bonne idée, ça prend une fraction de seconde. Ce qu'il faut, c'est les 30 ans qui précèdent. C'est comme l'artiste qui disait combien de temps ça t'a pris faire ça? Ça m'a pris 30 ans et 2 heures. C'est vraiment ça. Alors, ce qui est important comme traducteur, c'est de se préparer, de lire, de savoir lire, d'apprendre à lire, de travailler, d'écrire, d'étudier la langue, d'aimer ça. Et puis, tout ça s'accumule et avec le temps, avec l'exercice, on devient rapide. C'est pas forcé. Il y a pas de, il y a un lien entre la qualité et le temps. Évidemment qu'il y a un lien, mais c'est pas toujours le lien aussi, c'est pas un lien aussi incompressible qu'on pense. En tout cas, pour ma part, je tiens à te remercier, François, d'avoir accepté de traduire le livre parce que je me rends compte à quel point, même si tu travailles vite, c'est un énorme défi. Et il y a beaucoup de registres de langue différents qui se trouvent, beaucoup de défis de traduction. Donc, c'est pas, ça doit pas être un ouvrage facile à traduire. Donc, j'apprécie beaucoup que tu aies accepté ce mandat, vraiment du fond du cœur. Ben, c'est vraiment avec plaisir que je me replonge là, dans ces défis-là tous les jours. Je fais un petit peu, un petit peu tous les jours. Puis, ben, je suis bien content qu'on ait pu réaliser ça. Mais c'est vraiment un plaisir quotidien. Alors, on arrête cela. Annabelle, est-ce qu'il y avait d'autres choses ou Non, ça va être disponible sur YouTube si vous voulez aller regarder encore
Oui, ben, merci tout le monde d'avoir été là. Pour revenir à ce que Chris disait, alors pour qui s'est peut-être passé trop rapidement, à Dublin, en juillet, on a 3 jours de séminaire où on va y avoir notamment justement un traduel. Ceux qui s'intéressent, vous tapez On traduit à Dublin ou Translate in Dublin dans Google. Vous allez avoir tous les renseignements sur le site. Alors, il y a un site pour l'événement, puis il y a aussi sur le site de Magistrade, il y a des informations pour s'inscrire si jamais ça vous intéresse. Dernier commentaire parce que c'est quand même cool. Vous êtes tous deux extraordinaires. Merci de nous faire part de votre imaginaire, de vos imaginaires, de vos talents, de vos solutions aux obstacles divers. Merci beaucoup de ces commentaires. Je vous cacherai Oui, pas que merci. j'étais quand même un petit peu nerveux parce que quand même montrer ces traductions à une centaine de traducteurs professionnels et compétents, c'est pas toujours évident. Alors bon, ben, vos encouragements me font d'autant plus plaisir. On va en faire plusieurs, là. Oui, ben tant mieux. Alors on voit que ça intéresse les gens, donc on va sûrement reproduire l'expérience. Merci, bonne fin de journée tout le monde et à la prochaine. Merci, à la prochaine.